Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de La Nuit des Sorties, un podcast hebdomadaire sur l'actualité cinéma et séries. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Al. Bonjour Al, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien en ce dimanche. Et toi ? Oui, ça va très bien. Effectivement, nous sommes dimanche, le jour de messe. Enfin, pour ceux qui écoutent, on sera mardi soir, sûrement. Oui, on enregistre le dimanche, voilà. Et donc, justement, on est un peu déçus pour commencer, parce qu'on aurait bien aimé parler de la fin de la grève, mais c'est toujours pas fini. Et ouais. Ce sera sûrement la semaine pro, quoi. Il y a moyen, ouais. Ce sera, oui. On va voir, hein. C'est pas sûr, sur le coup, parce que, je sais pas si t'as vu, mais, enfin, la MPTP, ils font un peu, un genre de forcing, tu sais, ils ont dit que c'était leur offre finale, tout ça. Oui, mais après, je pense que c'est pas la première fois qu'ils leur disent ça. Je pense qu'à chaque fois, ils grattent un peu plus. Et là, je pense en tout cas, je crois que c'était sur ce que les scénaristes prenaient, tu sais, sur les séries qui faisaient des millions et tu sais qu'on fait plusieurs, qui sont des succès tout simplement, ouais. Et que là, ils toucheraient des parts du coup dessus. C'est sur ça surtout que ça a été, qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Après, je crois que c'est au niveau de l'IA que ça bloque, quoi. C'est pas. Oui, sur ce qu'ils appellent les residuals, ça, ils auraient trouvé un accord. Ouais. Effectivement, c'est sur l'IA et les writers room, j'avais vu, mais je sais pas exactement c'est quoi le problème avec les writers room. L'IA, on s'en doute, mais les writers room, je sais pas exactement. Je sais qu'il y a un souci avec ça, mais à voir. Je pense qu'on aura toutes les infos cette semaine, je pense. Là, c'est. De toute façon, on sait pourquoi ils militent, parce qu'on l'a pas rappelé, mais bon, quand même, c'est les scénaristes ils militent parce que ils sont quand même très mal payés. Hein. De toute façon, c'est même pas qu'aux États-Unis, hein, c'est partout. Hein. Sauf que ils ont la chance d'avoir un syndicat, et là, ils ont pu se mettre en grève. C'est pas la première fois, c'est déjà arrivé en 2008, il me semble. C'était en 2008 la dernière grève des scénaristes. C'était en 2008, ouais. La dernière qui a duré 100 jours, je crois. Je me souviens, je regardais Prison Break à l'époque. Et en fait, il y avait des saisons qui étaient horribles. Après, en fait, c'était parce que il y avait eu la grève des scénaristes, il y avait plein de Lost, je crois aussi, avait été impacté. Enfin, il y avait plein de shows qui étaient impactés. Ouais. Et là, il y a l'IA en plus, quoi, qui est concerné, parce que on sait qu'ils veulent utiliser des IA dans leur création pour être des scénaristes, quoi, carrément, quoi. Je crois que c'était Netflix qui cherchait un genre de manager d'IA pour les scénarios ou un truc comme ça, là. C'est des postes assez fous, quoi. Ouais, il me semble que j'ai vu passer comme ça, ouais, c'est bizarre. Ouais, donc c'est quand même compliqué, quoi. Surtout que je crois que un film réalisé par une IA, c'est pas une bonne idée, mais bon. C'est une autre histoire, quoi. Oui, déjà de base. Après, de toute façon, ils ont même pas besoin d'attendre les IA, ils peuvent prendre les scénaristes assez moyens qu'il y a à Hollywood, ils font des films un peu, on pourrait croire que c'est des films faits par des IA, des fois. Donc... Des fois, il y a un peu de ça, ouais, sur le coup, les films assez moyens, c'est bateau. On dirait que c'est fait par des IA, ouais. À l'époque, il y avait eu aussi, c'était Quantum of Solace, le James Bond, qui avait été réécrit, écrit par Daniel Craig, sur le coup. Ah ouais. Mais il a dit, il l'avait forcé à écrire sur le coup, il a dit, mais moi, je suis pas scénariste, et donc, ça donnait un peu un film un peu nul, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Ça va être compliqué. Après, je crois que Quantum of Solace, c'est le plus détesté des Craig, il me semble, parce que moi, je connais pas du tout James Bond. Oui, c'est le plus mauvais, ouais. Ouais, c'est le plus mauvais. C'est qui le méchant, déjà? C'est Mathieu Amalric, je crois. Oui, c'est ça. C'est très bizarre. Ouais. Bizarre, hein. C'est très étrange, ouais. C'est choix très étrange. On est d'accord. Et pour en revenir à la grève, il n'y a pas que les scénaristes, il y a les acteurs. Et on espère parce que là, c'est que les scénaristes qui sont prêts de boucler, hein. C'est pas les acteurs, pour le coup. Eux, on sait pas. Oui, c'est la WGA, sur le coup, la Writers Guild of America, ouais. C'est ça. Et, pour les acteurs, on sait pas, j'espère ça va s'aligner et tout va
glisser entre guillemets, mais je sais pas si ça va être le cas pour le coup. Mais ouais, bah je pense quand même que à partir du moment où ça sera fini pour la WGA, je pense que pour la saga AFTRA, donc c'est les acteurs, les acteurs, je pense quand même que ça va suivre assez vite. Et je pense que Disney ils aimeraient bien quand même avoir genre Brie Larson pour The Marvels, ou Warner ils aimeraient bien avoir Jason Momoa pour Aquaman ou ce genre de truc quoi. Ouais, je pense. Bah ça commence à c'est chauffer, pour ça aussi ouais. que les studios ils forcent un peu, ouais. Là, ils essayent vraiment de faire que ça se finisse quoi. Ouais, bah ouais, parce que là, de Marvels, Disney, ils ont connu des échecs quand même cette année. Je pense qu'ils misent pas mal sur le film. C'est leur dernier gros film de l'année, il me semble, de Marvel. Je pense qu'ils misent pas mal dessus. Ils avaient fait quand même 1 milliard 100 millions, un truc comme ça, je crois, pour le premier. C'est pas le dernier plus gros film de l'année parce qu'il y a le film d'animation Wish. C'est vrai qu'il y a Wish. Pour les 100 ans de Disney. C'est vrai qu'il y a Wish. Mais bon, ça, on en reparlera quand ça sortira, mais j'ai peur aussi pour ce film au niveau du box-office, je t'avoue. Mais ouais. Faut voir s'il finit Elemental ou pas, quoi. Mais oui. Ouais. Ah bah, ça aussi, on en reparlera d'Elemental tout à l'heure, au niveau de la petite chronique box-office. Yes. Et juste pour finir sur la grève des scénaristes, il y a possiblement, je sais pas exactement comment ça se passe, mais les VFX artistes aux États-Unis, ils avaient pas de syndicat, ils sont en train de se syndiquer. Et bon, quand on connaît les conditions dans lesquelles ils travaillent, on peut se dire que il y a possiblement une grève au tournant s'il y a un syndicat secret, quoi. Ah, clairement, l'année dernière, il y a eu toute une polémique autour de Marvel. Beaucoup de gens qui bossaient dans les FX qui avaient voilé beaucoup de choses que Marvel avait fait. Pas de très bonnes choses, quoi, sur le coup. Et il y a eu beaucoup de témoignages et ouais. Et clairement, ils avaient pas les bonnes conditions de travail, quoi. Donc ouais. Ils auraient bien besoin d'un syndicat, en tout cas. Après, Marvel, mais toutes les grosses productions, je pense, sont concernées. On va pas se mentir. Hein. Ouais, les Warner, tout ça. Mais là, pour l'instant, il me semble que oui, Warner aussi. Oui, quand on voit The Flash, oui, forcément. Mais bon. Mais là, les syndicats des VFX, c'est surtout Disney et Marvel, il me semble, pour le moment. Mais ça va sûrement grossir. Oui, je pense qu'après si les plus gros VFX artistes ils font ça, je pense que ça va créer un mouvement en tout cas. Ouais. Tant mieux, il serait peut-être temps. Enfin, ça devrait faire longtemps que ça existe. Ouais. Je sais pas. Après nous, en France, on a plus de protection. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Hein. Oui. Protection des travailleurs. Chez Disney, ça fait 100 ans quoi. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais bon. Il y avait déjà eu des grèves à l'époque de Cendrillon, je crois. Donc, ouais. ça date. Ils ont pas changé leur politique. Ça tombe bien. Non. Bon, on passe à la news suivante. Ouais. Donc sur le coup, on va parler des Oscars. Ouais. Donc du choix du film pour la France pour les Oscars sur le coup. Et on s'attendait tous à ce que ce soit Anatomie d'une chute, et c'est pas du tout Anatomie d'une chute qui a été choisi. Et on se demande pourquoi. Parce que ouais. Ouais. Il faisait partie des 5 films présélectionnés pour y aller. Il y avait Les Chemins Noirs, le film avec Jean Dujardin. Je l'ai pas vu, et il m'intéressait pas de fou, je t'avoue. Il y avait Anatomie d'une chute. Il y a La Passion de Dodin Bouffant qui avait été sélectionné et c'est lui qui a été sélectionné du coup pour les Oscars. Et je sais plus c'était qui. Ouais, c'est lui qui a été sélectionné. C'était lesquels les deux autres. Mais... Après, ça se trouve le film il est bien, tu vois, mais bon. Non, je pense, en tout cas les retours que j'ai vus. Puis moi j'adore Benoît Magimel. Voilà, je veux le voir. Après. T'as une palme d'or, tu l'envoies aux Oscars. Ça a pas de, pour moi c'est fou quoi de se dire que ils ont pas sélectionné la palme d'or quoi. Ça plus le film est populaire, il a passé le million d'entrées. Je sais qu'aux États-Unis il a une petite hype aussi. Ouais. Que ça en parle un petit peu, ça baisse un petit peu aux États-Unis. Donc c'est bizarre quoi. Parce que ça c'est un film qui aurait toutes ses chances en fait de gagner. Et... Dodin Bouffant, je sais pas, il est pas encore sorti, je suis pas sûr que ça cartonne, quoi. Surtout que, c'est l'effet Palme d'Or, il a fait que le film, il a été propulsé, tu vois. Après, La Passion de Dodin Bouffant, ça a l'air bien, mais bon, c'est un Français qui fait de la bouffe pendant 2 heures, ça fait un peu, c'est choix un peu classique, tu vois, mais bon. Après, je sais que le distributeur, la Néon,
distributeurs, ils veulent pousser pour qu'ils aillent meilleur film et tout, mais je trouve ça dommage parce que déjà envoyer un film en meilleur film internationaux, ça l'a jamais empêché de gagner meilleur film ou ce genre de choses. Parasite, ils ont tout gagné alors qu'ils étaient aussi. Ils ont eu les deux, je crois. Il a eu 4 prix, Bong Joon-ho, pour Ouais, mais il a eu le meilleur film international. Et le meilleur film, film, meilleur réalisateur et meilleur scénario aussi. Alors, il a tout remporté, quoi, donc l'un n'empêche pas l'autre. Et je crois que The Artist aussi avait tout raflé, il me semble. Enfin, je sais plus. Ouais, je fais de la merde. Ouais, oui, il avait eu pas mal aussi. Et surtout, pour être sélectionné dans les meilleurs films aux États-Unis, en tant que film étranger, faut se lever tôt, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc bon, je perds pas espoir, j'espère, mais je trouve ça un peu dommage, quand même. Oui, je pense aussi que c'est stupide, en fait. Je trouve que c'est stupide comme décision, mais bon. Après, il y a une espèce de haine qui se dégage autour de Passion de Mona Bouffon qui est un peu stupide aussi. Au sens où c'est pas comme je dis, on sait pas le film en plus, il a eu des bons retours à Cannes, paraît qu'il est bien, donc c'est un peu stupide de lui cracher dessus, quoi. Mais après, plus cracher sur les gens qui décident, qui prennent des décisions pas très, pas très intelligentes. Je suis d'accord. Bon. On se fait un petit point Marvel. On est tous les deux d'accord. Vas-y, let's go Marvel. À toi l'honneur. Alors. Ouais. On a la durée sur le coup des 2 premiers épisodes de la saison 2 de Loki qui arrive dans une semaine. Il me semble que oui, c'est le 6 octobre pour nous, ça sera déjà ça a changé. En fait, ils vont la sortir en prime comme Ahsoka en ce moment, c'est-à-dire que aux États-Unis ça sort à 18h. Donc ça sort en soirée, quoi. Et donc pour nous, ce sera à 3h du matin le lendemain. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné, quoi, la stratégie Ahsoka, parce que sur le coup, s'ils le font pour Loki, je pense qu'ils sont contents. Oui, après connaissant ce genre de boîte, des Disney, des trucs comme ça, s'ils le mettent comme ça, c'est que ça marche, c'est que ça a bien fonctionné, donc ils vont se calibrer là-dessus. Clairement. Et donc on aurait la durée des 2 premiers épisodes. Donc le premier épisode ce serait 45 minutes, donc 39 si on enlève le générique, parce que de toute façon t'enlèves toujours 5 minutes les épisodes de Disney+. Parce que le générique fait toujours 5 minutes à la fin avec tous les crédits, tout, parce que t'as tous les crédits et tout. Et le deuxième épisode fait 49 minutes. Donc ça va, moi je trouve ça va. Ça va pour l'instant. Après, le truc c'est qu'on connaît Disney, des fois ils te mettent au début des épisodes longs et après hop 30 minutes l'épisode et t'es un peu. Ouais, le pire c'était Secret Invasion parce que les 3 derniers ils font 30 minutes et ça c'est, je sais pas, pour moi Secret Invasion j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème avec cette série parce que c'est le début c'est vraiment 55 minutes je crois le premier épisode et puis les 3 derniers, quoi. Moi je pensais que généralement ça fluctue, tu vois, Ahsoka ça fluctue. Ça, je crois que le 3 il faisait 30 minutes, après c'est remonté à 50. Donc ça dépend. Mais après, Secret Invasion, je pense qu'ils avaient rien à raconter surtout. Donc du coup, c'est sûr que c'était compliqué, quoi. Ouais, il y a peut-être de ça. Après Loki, pour moi, j'ai pas vu toutes les séries Marvel, mais j'en ai vu au moins la moitié, tu vois. C'est une des meilleures qu'ils aient fait et en général, ça se tient bien, tu vois. Je trouve leur série, quoi. Ouais, déjà c'est peut-être celle qui a le plus une identité, je dirais, visuelle. Ouais, avec WandaVision aussi. Oui, avec Wanda aussi. Ouais, mais Wanda, vers la fin, moins, tu vois. Enfin, c'est plus le début quand ça fait un pastiche des séries de l'époque et tout, quoi. Ça lui a été reproché, d'ailleurs. Ça s'amuse à faire ça. À l'époque. Les seuls petits reproches qu'il y avait sur la série, c'est que la fin, elle était moins engageante que le début, quoi. Oui. Ouais, clairement. Donc là, Loki, ça se tient vraiment de bout en bout. C'est vraiment dans son délire, un peu à la Doctor Who, je dirais. Il y a un côté un peu comme ça, Doctor Who. Ouais. Et il y a vraiment des trucs visuellement avec ce style un peu années 70 et tout. Enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Je trouve il y a vraiment une identité visuelle à part dans Loki que t'as pas dans les autres séries Marvel. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et en plus, il y a l'arrivée de Ke Huy Quan, il me semble, dans cette saison. Oui, aussi. Oui, donc on verra comment ça se passe. Ouais, écoute, moi j'ai hâte. Je sais pas si toi t'as hâte. Je dirais pas que j'ai hâte parce que disons que Marvel et moi c'est une histoire d'amour et de haine. Mais bon, on va dire que la dernière série Marvel que j'ai vue, elle m'a laissé plutôt du côté obscur de la force. Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai que là, la dernière fois de Marvel, c'est Ah compliqué. putain, On Secret parlait, Invasion, ouais. c'était- Ouais, c'était compliqué. J'espère que ce sera mieux et que ce sera au niveau de la saison 1 de Loki, voire même mieux. Ce serait cool. Ouais, bah ils peuvent pas faire pire que Secret Invasion pour moi, donc. Oh, faut pas Ouais, là, dire- faire attention. C'est jamais. Hein. On continue avec Marvel sur le coup. On va parler du prochain film sur le coup. Bon, là, on parlait de la prochaine série. Là, on va parler de la prochain film. Donc, qui est The Marvels, qui sort en novembre. Donc, on a eu des infos sur son budget. Ouais. Donc, combien? Bah, ce serait 270 millions. Parce qu'il y a eu plusieurs rapports. Hein. Je crois qu'au début, ça disait 130 millions. Et en fait, au final, il y a un autre rapport qui est sorti pour dire que ce serait 270 millions, ce qui me semble un peu cohérent avec tous les blockbusters qu'on a là, ces dernières années, parce que je me dis 130 millions quand même, en ce moment, ça me paraissait un peu bas pour un Marvel, pour n'importe quoi. Ouais. Bah, même pas qu'à Marvel, c'est surtout un film dans l'espace, généralement. Ouais. Parce que il y a Ant-Man, je crois, qui coûte 130 millions, un truc comme ça. Mais Ant-Man, c'est un truc très terre à terre, pas besoin d'un budget de ouf. Ouais. Alors que là, c'est des trucs dans l'espace et tout, avec plein d'extraterrestres et tout. Enfin, 130 millions, ça me paraissait vraiment peu et pas crédible, quoi. Bah, surtout que, je sais pas, mais je crois que le film, il a subi la pandémie, hein, il me semble. Hein. Donc forcément, Ouais. le budget, il a pas mal augmenté, quoi. Enfin, comme tous les films, comme Mission Impossible aussi, qui a été catastrophe aussi au niveau de la pandémie. Oui, il y a eu, parce qu'avec les protections et tout, ça leur a fait bien monter tous les Ouais. masques à donner aux équipes et tout, les gels, Puis tout ça. arrêter un tournage, puis le reprendre, ça coûte extrêmement cher Ouais. Aussi. de ramener toutes les équipes, de réserver les lieux, tout ça, c'est des gros coûts, quoi. Et ça s'est ressenti cette année. Mais là, en fait, le film aurait un budget de 270 millions, mais ils auraient une subvention du gouvernement britannique parce qu'ils ont tourné à Londres, sur le coup, ils auraient une subvention de 55 millions, 50. Ouais. C'est sais ça, ouais. plus. 50 millions, oui, aux alentours des 50 millions. Donc bon, on va dire que pour se faire Ouais. rembourser le film, ils auront du coup un peu moins de besoin d'argent, mais bon, quand même, ils vont devoir quand même taper un bon score pour rentabiliser le film. Après, Oui. s'il est au niveau des gardiens, je pense qu'il se rentabilisera, mais bon. Ah oui, largement. J'en ai déjà parlé avec toi, c'est le gros questionnement de l'année, hein, parce que là, ils ont fait un flop, ils ont fait un succès. Là, ce film-là, c'est un peu pour moi, ce qui va un peu guider le Ouais. box-office de Marvel sur les prochaines années, peut-être. Ouais, oui, c'est possible. Bah, c'est vrai que ouais, faut voir qu'est-ce qu'il va rapporter parce que c'est quand même la suite d'un film qui a fait le milliard, Ouais. en fait. C'est ça le truc aussi. Il est dans le même état dans le même cas que Aquaman 2, où c'est des suites de films qui ont fait le milliard, quoi, et on sait pas trop ça va marcher ou pas, quoi. On se demande un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi. Parce que ça peut être des énormes surprises comme des énormes flops, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'arrive pas trop à me positionner sur le film. Moi, j'aime bien les personnages, donc j'ai envie que ça marche, mais Ouais, t'es dubitatif un peu aussi. je sais pas. Ouais, bah, bien sûr. Parce que, en fait, on sait pas réellement l'engagement des gens, parce que, surtout aux États-Unis, parce que, en plus, enfin, voilà, Captain Marvel, c'est un personnage qui a reçu pas mal de hate, même son actrice, c'est honteux, hein, ce qui s'est passé. Mais en fait, quand le film il a fait 1,1 milliard, moi je m'attendais tellement pas parce que avant même que le film sorte, il y a déjà des gens qui haïssaient le film. Même quand le film est sorti, il y a des gens qui haïssaient le film. Au final, il fait 1,1 milliard. Tu te dis bon, là c'est un peu la même chose, tu vois. J'ai pas envie de parler trop tôt et de dire le film il va flopper, même si franchement, mon ressenti c'est que je sens pas que le film il va faire. Bon, je pense pas qu'il va être au niveau d'Ant-Man 3 quand même. Hein, faut pas déconner. Mais je pense pas que le film ça va être un raz-de-marée. Ouais. Mais bon, ils m'ont déjà prouvé tort une fois, donc je suis un peu dubitatif aussi, quoi. Parce que Brie Larson, lui, il y avait des gens qui la détestaient, mais il y a des gens qui l'adorent aussi. Et moi, j'avais vu une vidéo avec une petite fille qui s'identifie à elle en tant que super-héroïne et tout, tu vois. Ça peut peut-être marcher, tu vois. J'en sais rien, tu vois. S'il y a les petites filles qui aiment bien Brie Larson, on n'en sait rien, tu vois. Oui. En plus, il est en novembre. Avant, le truc, c'est qu'il était en compétition avec Dune 2, et là, Dune 2 n'est plus là. Donc, il a plus de chances aussi, je trouve, de faire un bon box-office. Ouais. Tu Ouais. vois. Je vois.
Bon, écoute, on verra bien. Après, d'ailleurs, on a une autre info sur le film. On a une info de la durée aussi. Je crois que, enfin, c'est des rumeurs, hein, parce que je crois que c'est pas officiel. Oui, c'est pour l'instant, ce serait pas le ton final, oui, effectivement. Oui, on aurait une durée de 1h45. C'est ça, à peu près 1h40, 1h45. Et je crois que ce serait le film Marvel le plus court qu'on ait eu, hein, au cinéma en tout cas. Il n'y a pas eu plus court dans la phase 1, ou non? Bah, de 1h40, ça me dit rien du tout. Même les Hulk, Captain America, non, je crois qu'ils duraient tous plus de... Le premier Thor et tout, non? Ouais, je crois que ça ferait le film le plus court, ce qui est assez bizarre, parce que tous les films... Ouais, c'est étrange, surtout que t'as 3 persos, quoi. Ouais. Et puis tous les blockbusters, ils ont tendance à s'allonger un peu, en termes de durée. Oui, c'est pour ça que je parlais de la phase 1, parce qu'on est au début des années 2010, tu vois. Oui. Bah, ils faisaient 2 heures à peu près à l'époque. Ouais, j'étais en train de regarder là 1h54 le premier Thor, par exemple. Ouais. Bon, on verra, et par contre... Ils faisaient entre 1h50 et 2h, j'ai l'impression. Ouais, bah c'était à peu près ça, ouais. Donc ça ferait de lui le plus court, mais bon, on sait qu'ils peuvent changer, ça peut changer à tout moment la durée, quoi. Bah c'est ça, ouais, surtout que c'était, comme je disais, c'était, ouais. C'est comme c'était pas la durée finale du film. Ouais. Donc, on sait pas encore exactement. Parce que c'est bizarre, parce qu'à la base, il y avait des trucs qui disaient qu'il allait durer 2h30, et puis maintenant, après c'était 1h45, donc je sais pas trop. Et la réalisatrice qui s'est exprimée, Nia DaCosta. Toi t'as vu son précédent film, il me semble. Ouais, Candyman, que j'ai bien aimé, moi je trouve très bien. Ouais. Ok, je l'ai pas encore vu, je le verrai peut-être avant le film, mais du coup elle a dit que c'était pas son film, et que c'était bien le film de Kevin Feige, et donc elle a fait une commande. Bon, après, on va pas faire les choquer non plus. On s'en doutait un peu que bon, voilà, t'es dans la machine Marvel, tu fais pas ton film, mais c'est vrai que c'est rare aussi parmi des réalisateurs de chez Marvel de le dire ouvertement, pour le coup, que c'est pas mon film, voilà quoi, c'est genre les Russo à l'époque, ils étaient persuadés de faire des films d'auteur de fou. Je me souviens de toujours t'expliquer des trucs, enfin c'était complètement fou. Oui. Mais là, elle est assez honnête dessus, quoi. Ça me rassure pas du tout sur le film, mais bon. Bah, en vrai, c'est des films de Kevin Feige, ouais, il y a peut-être que James Gunn, je dirais, qui a réussi à faire ces films, et encore, moi, j'ai un doute sur le premier Gardien. Parce qu'il me semble qu'il est pas tout seul au scénario sur le premier Gardien, et il y avait une femme avec lui. Je sais, j'ai plus le nom, mais, il est tout seul à partir du 2, du Gardien 2. Bah, c'est là où ils lui ont laissé les pleins pouvoirs après le succès du premier, en général. Ouais. Mais après, je pense que le premier, je trouve quand même qu'on ressent un peu le style James Gunn. C'est juste qu'il est un peu plus quadrillé, quoi. Mais bon, je trouve qu'on le ressent quand même, quoi. Et je trouve, moi, qu'il y a pareil entre Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, où Thor Love and Thunder, il se lâche, mais... C'est pas forcément pour le... c'est peut-être trop, là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il laisse un peu de marge. Je pense que quand t'as fait des succès, il te laisse peut-être un peu. Peut-être, par exemple, Sam Raimi, peut-être si il réalise, je crois que c'est Secret Invasion. Non, c'est Secret Wars qu'il voulait faire, qu'il voulait mettre Sam Raimi. Ouais, il y a une rumeur comme quoi il voudrait Sam Raimi. Ouais, mais en fait, non. Ce qui est sûr, c'est qu'il le voudrait pour Strange. Oui, Strange 3, en tout cas, il voudrait. Donc peut-être qu'il pourrait plus se lâcher. Après, ça fait des vastes histoires sur Doctor Strange. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un film de Sam Raimi, mais tu vas me contredire, je le sais, mais moi je trouve pas. Oui, moi je pense l'inverse. Je trouve que c'est complètement un film de Sam Raimi. C'est après, voilà. Ah là là. Il a fait Spider-Man 2, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais il a fait Evil Dead aussi. Moi, je vois beaucoup d'Evil Dead dans Strange 2. Ouais, moi je vois un simili. Mais bon, Pardon bon. Non, je dis, pour moi, je vois un simili Sam Raimi, quoi. Ok. Je vois, en tout cas, c'est pas assez pour que je me dise que c'est un film de Sam Raimi dans le film. Pourtant, tu vois, il pouvait pas vraiment faire plus, parce que le film, il a déjà eu un avertissement, donc je pense qu'il faire plus, il fallait être du rated, quoi. Bon, bah, après, ça, non, mais même dans certaines scènes, tu vois, il y a une scène de baston au début, où il affronte un espèce de, je crois que c'est un genre de Starro, mais c'est pas Starro. Mais je crois qu'il y a un ennemi avec un œil énorme, là, et tu sais, il lui retire l'œil. Oui, cette scène d'action, je la trouve... C'est dans DC Starro. Oui, mais on dirait Starro, quoi, en termes de ressemblance. Oui. Mais genre, la scène, moi, je la trouvais molle de fou, quoi. Genre, c'est pas, enfin, mollesse et Sam Raimi, pour moi, ça rime pas du tout ensemble, tu vois. C'est quand même fou. Mais bon, on verra peut-être sur le Strange 3, il aura peut-être plus sa chance.
Oui, peut-être aussi. Parce que Strange 2, il est arrivé en cours de production aussi, donc c'est un peu spécial. Oui. Parce que c'est annoncé Scott Derrickson à la base, en réalisateur, donc. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, s'ils annoncent un 3 avec Rémi, moi, je suis très content. Je tiens à le dire. Bah, écoute, je préfère Sam Raimi en dessous que Peyton Reed, si tu veux, mais bon. Quand même. Tant qu'il se lâche pas, moi, je suis pas heureux. Après, Doctor Strange 2, j'avoue que c'est pas de la phase 4 que moi je trouve assez moyenne pour pas dire voilà. Bah, je trouve que ça va. C'est pas le pire, il se tient un peu quand même. Bon, on reste chez Disney, sur le coup. Vas-y. Et... ouais, donc on va faire un petit point, maintenant qu'on a fait un point Marvel, on va faire un point Star Wars. Et ouais, il y en a eu des petites annonces, Star Wars. Il y a eu des petits trucs. Hein. Ouais, on a eu quelques petits trucs. Hein. Donc on va commencer par Lando. Ouais. Donc Lando qui serait maintenant plus une série mais un film. C'était dans un podcast. C'était donc son frère, le frère de Donald Glover. Parce que en fait maintenant c'est Donald Glover et son frère donc Stephen Glover qui ont fait la série Atlanta ensemble, c'est ça. Qui ont fait la série Atlanta, voilà, et qui avaient été annoncés comme étant au scénario derrière le projet Lando. Et donc Stephen, il était dans un podcast, on lui a parlé de ça et il a dit l'idée c'est ne plus de faire une série, mais c'est de faire un film. Ouais. Voilà. Et du coup, l'ancien réalisateur qui était dessus à l'époque, c'était Justin Simien. Je sais pas comment dire son nom. Mm-hmm. Et celui qui avait fait Dear White People, qui avait des bons retours, il me semble, sur son film. Ouais. Ça donnait une série. série. C'est une série, hein, ça, je crois. Ouais. Parce qu'il y a un film et une série, mais je crois que le film est venu avant. Mais peut-être je dis des bêtises. Et qui a fait Le Manoir Hanté, sorti cette année. Écoute. Je l'ai pas vu. Et moi, je suis heureux qu'il ait pas fait Lando. Quand j'ai fait Le Manoir Hanté. Mais après, je pourrais te dire du mal du Manoir Hanté. Le problème, c'est que j'ai oublié le film, donc ça va être compliqué. Ouais, en fait, c'est surtout qu'il est anecdotique. Pardon, le film. Quoi. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent sympathique et tout. Moi, je trouve d'une fadeur abyssale. Mais... Et tu penses quoi du coup de Lando? Toi, t'es chaud, toi, en film? Bah, le perso, en vrai, je m'en fous un peu. Mais en fait, comme c'est eux, et que je sais qu'Atlanta, c'est bien, je suis un peu curieux. Genre. Je me dis, ils peuvent faire peut-être quelque chose d'original sur le perso et tout. Parce que, oui, sur le coup, je m'en fous. Mais Andorre, je m'en foutais aussi. Et maintenant, je fais du lobbying pour que les gens regardent Andorre, tu vois. C'est vrai. Donc, bon. C'est vrai. Je tue jamais un projet avant de le voir. Ok. Moi, ça me fait un peu peur parce que j'ai vu Solo. Solo, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je t'avoue, c'était un peu fade comme la Manoir Hanté. Mais parce que sur le coup, là, c'est Donald Glover qui reprendrait son rôle dans Solo sur le coup. Effectivement. Oui, c'est ça. Et du coup, je me pose la question. Quand ils ont eu le box-office de Solo et qu'ils ont vu le crash, maintenant ils greenlight ça, tu vois, en mode on va faire un film Lando. Je trouve ça un peu étrange comme décision pour le coup, mais bon, après à voir. Hein. Bon, en série encore, je pouvais comprendre, c'est vrai, qu'ils essayent de continuer le délire autour de Solo. Mais c'est vrai que comme c'est leur plus gros flop, de faire un spin-off de Solo, c'est un peu bizarre. Ouais. J'avoue. Écoute. Et peut-être ils ont une bonne idée, quoi. Peut-être c'est ça le truc, je sais pas. Bah après, si c'est entre de bonnes mains, encore une fois, après, je sais pas, je pense pas qu'ils vont réaliser le film eux-mêmes, parce que je crois pas que c'était réalisateurs les deux. Hein. Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont juste des scénaristes. Voilà, après, s'ils engagent quelqu'un d'assez bon, voilà, après, moi je demande qu'un bon film. Hein. C'est juste que l'idée de base me plaît pas, mais après, Andorre me plaît pas de base, mais ce que tu me dis, c'est super, donc quoi à voir. Ouais. Vraiment, c'est clairement la meilleure série Star Wars. Quoi? Faut savoir que Ista fait du lobbying depuis 1 an pour que tout le monde regarde Andorre. C'est ça. Je n'ai pas cédé. Ça ne marche pas, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu ça, ouais. Bon, on passe au tâcheron, là. Ouais, bon, on en a parlé déjà juste un peu avant, d'ailleurs. Ouais. Donc, on va parler de Taika. En fait, il y a des news qui disent que son film Star Wars, parce qu'il est censé faire un film Star Wars, donc il écrivait avec Christy Wilson Cairns, qui est donc une scénariste sur Penny Dreadful 1917 et Last Night in Soho. Et donc ce film-là, d'après certaines rumeurs, il serait annulé, mais il y en a d'autres qui disent non, il est toujours prévu, donc en fait on sait pas trop.
Moi, je pense qu'il est annulé en vrai, parce que ça s'en parle pas trop, quoi. Ouais. Le truc qui est bizarre avec cette histoire, c'est que il a dit publiquement quelque chose qui faisait penser que le film était un peu annulé. Le film, il a été annoncé il y a quand même un moment, quoi. On n'a pas de news dessus. Moi, déjà de base, Taika Waititi, je suis pas fan du tout. Là, si son projet est confirmé, que t'as Lando et tout, il y a un nombre de projets Star Wars qui est hallucinant, quoi. Et on en reparlera après, mais il y en a encore un après, quoi, qui est annoncé. Donc bon. Oui. Bah, justement. Bah, on peut en parler. Parce qu'en fait, c'est par rapport à ce film-là qu'il a dit une phrase. Ouais. Il a dit, donc en fait, il y a un film qui est, prévu et qui est annoncé réalisé par Sean Levy. Donc, Sean Levy qui va faire le prochain Deadpool. Et qui a fait, The Adam Project, comment c'était, dans le jeu vidéo, c'était... Free Guy, ouais. Voilà, il a fait, les Nuits au musée, les 3 Nuits au musée, je crois. Et donc lui, il a dit qu'il était en train, juste avant que la grève des scénaristes commence, il était en train de peut-être sur un projet de Star Wars, d'un film Star Wars, je ne l'ai vu. Et en fait, il y a Taika Waititi qui a parlé de ça, et il a dit, ouais, j'espère qu'ils vont lui faire terminer son script, pas comme moi, un truc comme ça. Il a dit, oui. En gros, ça voulait dire son film, il est mort, quoi, à Waititi, quoi. Enfin, c'est ça. On comprenait comme ça, quoi. Ouais. C'est ça, après on verra dans les futurs, mais bon, un film de Sean Levy, le mec de Ryan Reynolds, là, ça vend pas du rêve. Oui, clairement. Et Hugh Jackman aussi, parce qu'il avait fait Real Steel. Oui, du coup, c'est pour ça qu'il les a réunis dans Deadpool 3. Parce que je crois qu'ils l'ont mis au musée aussi. En tout cas, ouais, c'est des acteurs qu'il a souvent dans ses films. Et pendant ce temps-là, on a un film de Guillermo del Toro qui aurait pu se faire et qui ne s'est jamais fait. Ouais. Ça, les studios, écoute, des fois on se demande pourquoi ils font des choix bizarres. Hein. Ils prennent pas les meilleurs projets. Mais oui, il y avait c'était une interview de David S. Goyer. Et donc David S. Goyer, il a effectivement révélé il était en train d'écrire un film Star Wars qui était censé être réalisé par Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro, il a dit, il y a J et bébé dans le nom, et bon, c'est clairement Jabba the Hutt. Ouais. Et il y avait une ancienne déclaration de Guillermo del Toro qui était tombée où il disait qu'il voulait faire un film Jabba the Hutt en mode Le Parrain, quoi, et un truc de mafia, et que voilà, c'est clairement ça qui a commencé en gros, mais qui s'est jamais fait, quoi. Moi j'aurais bien voulu voir ça, même si Jabba the Hutt, je m'en fous, juste voir Guillermo del Toro. Bon, David S. Goyer, ce serait plus fluctuant, mais Guillermo del Toro, un projet avec lui, ça aurait été sympa. Surtout que, je rappelle, on lui avait proposé à l'époque de faire un Star Wars de la post-logie. Et il avait dit non. Parce que il sentait le bourbier arriver. C'est pour ça. Del Toro, c'est marrant, parce que il y a plusieurs grosses licences où il a failli y aller et il n'y a pas été, parce que, là, je pense aussi à, le Hobbit. Il devait faire le Hobbit, à la base, Guillermo del Toro. Il l'a pas fait. Il devait faire Justice League Dark. Ouais. Chez DC. Pareil. Ça c'est annulé. Star Wars pareil. Après on peut le revoir chez DC, Guillermo del Toro. Hein. C'est pas dans le futur James Gunn DC Universe, c'est pas impossible qu'il soit réalisateur. Hein. Ah il y a moyen. Oui, il y a large moyen. Hein. Parce que je pense que James Gunn veut recruter des gens, des réalisateurs peut-être un peu plus, comment dire, tu sais, un peu expérimentés, quoi. Ça m'étonnerait pas. Déjà qu'il a pris James Mangold, là, pour faire Swamp Thing. Ouais, et puis lui-même, c'est un auteur, donc je pense que c'est important pour qu'un réalisateur s'exprime, en fait, dans les films, parce que lui-même, c'est un réalisateur qui s'exprime, c'est un auteur, quoi, il parle des sujets assez personnels dans ses films aussi, donc je pense que c'est important pour lui de recruter des réalisateurs qui ont un peu la même vision du ciné que lui. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est vrai que Guillermo del Toro et James Gunn, ça collerait bien, quoi. Ouais, moi je paye pour un Justice League Dark avec Guillermo del Toro aux commandes. Moi aussi, y a aucun souci. On lui donne. Sachant qu'en plus qu'il a fait du Marvel il y a très longtemps avec Blade 2. Mais c'était très bien. T'as des nouvelles de Blade? Non. Je
C'est un running gag, ça. Vraiment, Ouais. Blade. Bah là, de toute façon, on n'en aura pas avant la fin des grèves. Hein. Ça, Il va jamais sortir, ce film. C'est incroyable. Enfin, bref. Je croise les doigts, j'espère qu'il va arriver un jour. On espère. Bah, pour finir ces news, est-ce qu'on parlerait pas des 3 projets qui ont véritablement été annoncés? On a un peu d'infos sur eux. Oui, Ça fait ça, un qui moment sont que- vraiment les projets qui sont sûrs, voilà, c'est annoncé officiellement, ça a été annoncé officiellement à la Star Wars Celebration. Et oui, donc sur le coup, donc on a un film sur Rey, donc qui se passe une quinzaine d'années après épisode 9. Ouais. Et donc donc Rey est clairement le personnage principal. Et après ce qu'on a appris, ce serait le premier qui arriverait, hein, le film sur Rey. Et on a un réalisateur dessus. Oui, c'est une réalisatrice sur le coup. Ouais, Donc c'est Charmaine Obaid Chinoy d'accord. qui a réalisé du Miss Marvel, quelques épisodes de Miss Marvel, je sais. Il me semble qu'elle est un peu connue pour. Elle a eu un prix, il me semble, pour un documentaire. C'est surtout ça qu'elle a fait, des documentaires. Et je crois qu'elle est assez connue pour ça. Ok, bah, pourquoi pas. Après, c'est pas le projet qui me botte le moins des 3 qu'ils avaient annoncés. Mais après, vu la fin de Star Wars 9, je pense que voilà, je vais Ouais. pas taper encore sur l'ambulance, mais bon, la Star Wars 9, ça a un peu refroidi un peu tout le monde. Oui. Donc un film sur Rey, à voir ce qu'ils veulent faire, mais bon. Non, moi, là où je suis plus, je me dis déjà, au moins c'est juste un film, c'est pas une trilogie où il y a 2 réalisateurs qui vont avoir une vision différente et qui vont un peu se taper dessus. Ce sera un film avec un début, une fin, quoi. Bon, peut-être qu'il y aura une fin ouverte, mais là c'est sur un film, quoi. C'est pas sur une trilogie. En tout cas, le film est pas construit sur une trilogie, ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Enfin, j'espère qu'ils vont pas refaire la même erreur, en tout cas, des trucs. Après, je pense que si le film il marche, il y a moyen qu'il fasse des suites et tout, quoi. Mais au moins, si le Oui, film il clairement. est pas construit comme ça, déjà, c'est. Mais ils vont pas mal. l'appeler épisode 10, tu vois. Ouais, c'est bon, quoi. On peut arrêter saga Skywalker. Mais je pense que c'est pas con d'arrêter les trilogies avec Star Wars, hein. Oui, bah là c'est bon. Enfin, je veux dire, la trilogie centrale, cette histoire, je pense qu'on en a fini, quoi. La histoire des Skywalker, Ah ouais. faut clôturer, faut aller ailleurs. Et en parlant de films qui va ailleurs, est-ce qu'on parlerait pas de James Mangold? Ah si, on peut parler, mais ça va ailleurs, ça va très très loin. Dans une galaxie très très longtemps. Que je sais plus c'est combien d'années, mais c'est genre en fait c'est genre le début des Jedi, quoi. C'est vraiment le tout début. Ouais. Mais après, c'est pas la vieille République, la The Old Republic? Non, Ah, je c'est sais pas ça plus. du tout. Non. Ah non, c'est la première République, c'est ça, c'est les premiers. Oh, je sais plus. C'est tout un lore que je ne connais Ils sont pas. pas qu'il y a République en fait dans la timeline, dans la chronologie, parce qu'il y a la Haute République. Ouais. Et la Haute République, ça ce serait justement... Non, attendez. Non, la Haute République, ça c'est on va avoir en série avec The Acolyte, qui arrive peut-être l'année prochaine. La Haute République, est-ce que c'est pas la République qu'on connaît dans les prélogies? Enfin, c'est la fin de cette République-là qu'on voit dans la prélogie, non? Peut-être, ça se passe 150 ans dans l'épisode 1, la Haute République. C'est la phase d'avant, quoi, si tu veux. Ok, bon, c'est un bon bordel, hein. Cette Ouais. histoire, je ne comprends plus rien. Mais c'est bien, il montre au moins que, parce que en fait le problème c'est qu'il se bloque à chaque fois sur les Skywalker et tout, alors que bon, on a eu des jeux comme KOTOR et tout qui montraient qu'on pouvait aller dans d'autres périodes et qu'il y avait des super choses à raconter. Enfin, on sort de la saga des Skywalker et même sans parler de la saga des Skywalker, des mêmes 40 années à peu près, quoi. C'est toujours autour de la chute de la République, les rebelles, ou enfin tu sais c'est entre en gros le Star Wars, la prélogie et la postlogie, quoi. Donc c'est les mêmes années, on suit les mêmes persos et tout. Ouais. Enfin c'est En fait, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de trucs entre la prélogie et la trilogie originale. Il y a eu beaucoup de choses entre le 3 et le 4. Ils ont fait beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de séries et tout. Et sur le coup, là, il y a eu un peu des nouveaux trucs avec le Mandoverse, entre le 6 et le 7. Ça, sur le coup, c'est un truc où on n'a pas eu grand chose, donc ça, c'est bien qu'on le développe, parce qu'on sait toujours pas d'où vient le First Order, quoi. ouais, c'est un gros problème, ça. un gros Ouais, problème j'espère si qu'on va- je pense qu'ils vont essayer de recoller, tu vois. Mais ouais. Bah ouais, mais de toute façon ils sont obligés, puisque dans les films ils l'ont pas fait, donc ils sont obligés d'essayer de... Voilà, bon, après ils peuvent développer des trucs, mais bon. Ouais. Bah parlons du Mandoverse d'ailleurs.
Il va faire un film Filoni, pardon. Ouais. Un film. Donc il réunira toutes les séries, toutes les séries, enfin pas toutes les séries parce que par exemple Obi-Wan, bah c'est pas, c'est entre le 3 et le 4. Pas toutes les séries, mais la plupart des séries produites par Filoni et Favreau, quoi, de Disney+, qui vont se réunir sur un grand film au cinéma, quoi. Ouais, bah moi je suis complètement contre cette idée parce qu'au moins Avengers Endgame c'était une réunion de films et là c'est, enfin je sais pas si se tire une balle dans le pied ou si, enfin en tout cas dans tous les cas ça me plaît pas parce que bah faut avoir vu toutes les séries pour voir le film. Enfin c'est quand même fou de se dire ça. Encore tu me dis ok tu dois voir tous les films là, les 20 films Marvel pour voir le gros film. Bon déjà c'est un peu une aberration mais allez, c'est un peu dans le domaine cinématographique. Là, on te dit il faut que tu regardes des séries sur Disney+ pour comprendre un film qui va sortir au cinéma. Je pense que déjà c'est pas une bonne idée du tout, mais surtout que il y a des gens qui vont pas suivre, je pense. Je pense vraiment que il y a des gens qui vont vouloir aller voir ils vont voir un Star Wars, tu vois, ils vont voir un Star Wars, ils vont pas comprendre qu'il va falloir avoir vu toutes les séries. Et là, vu comment ils sont en train d'empiler toutes les séries, là, il y a 3 saisons de Mando, l'Ahsoka, les Boba Fett, oh mon Dieu, Boba Fett. Et il y en a d'autres qui comptent arriver, des saisons 2, des saisons 3. Qui sera dans le Mandoverse. Skeleton Crew aussi, je suis pas sûr que ça suive, quoi. Ouais, enfin moi je pense qu'ils feront quand même en sorte que le film tu puisses le regarder sans avoir tout vu en fait. Tu vois, enfin je pense qu'ils feront quand même pas un genre de récap, mais ils diront. Enfin, je vois bien les séries vraiment finir leurs arcs, tu vois, et lancer un gros truc avec je sais pas trop, mais enfin moi je pense qu'ils vont faire quand même en sorte que même si t'as pas vu les séries, tu puisses le voir quand même le film. Enfin, je pense qu'ils vont faire ça, quoi. Je suis pas aussi confiant que toi. Tu vois, comme à Avengers, le premier, tu vois. Ouais, plus ou moins, peut-être. Moi, je t'avoue, j'y crois pas parce qu'il y aurait tellement de personnages issus de, juste de Rebels, par exemple, ou trucs qu'ils ont pas le temps de tout expliquer dans le film. Enfin, ça me paraît très fou, quoi. Et après, Dave Filoni, si c'est lui qui le réalise, faut voir s'il a les épaules pour réaliser un film Star Wars. Ah bah ça va être un test, hein. On est d'accord. Ça sera son premier film, hein. Ouais. Enfin, il a fait un film d'animation qui est pas bien, c'est le premier film Clone Wars. Ouais. Bon, ça fait très longtemps. Bon, et puis là, il a quand même fait des séries. Là, sur le coup, sur Ahsoka, c'est vraiment que lui. Enfin, il réalise 2 épisodes, mais lui, il est vraiment showrunner, quoi. Sur cette série, plus que sur Mando et tout. Donc, bon, à voir. J'avais vu qu'il disait qu'il avait appris un peu de Ryan Johnson, qu'il lui avait appris des trucs. Ouais. Bon, j'espère que Ryan Johnson l'a bien formé, quoi. Après, il a l'air bien impliqué. Donc on verra. Et voilà. Et voilà pour les news de la semaine. Ouais. Et ben on passe aux sorties de la semaine. Allez, on va parler toujours de Star Wars et de Dave Filoni puisqu'on va parler de Ahsoka, 6e épisode qui est sorti. C'est les mercredis ou les jeudis que ça sort, je ne sais plus. Là, c'est tous les mercredis que ça sort. C'est tous les mercredis. Du coup, tous les mercredis à 3h du matin pour nous que ça sort. Et bah alors Ahsoka, qu'est-ce qu'on en pense? Everyone in the Order knew Anakin Skywalker. Few would live to see what he became. By the end of the Clone Wars, I walked away from him and the Jedi. In this war, you will face more than just droids. As your master, it's my responsibility to prepare you. I won't always be there to look out for you. I could use the help. Once a rebel, always a rebel. Don't be afraid. And trust your instincts. I know you can do this, Ahsoka. Bah moi écoute, moi j'adore. On s'en rend la coupe. Après il y a des sables laser, donc c'est bon, je suis vendu. On s'en rend la coupe. Mais non vraiment. Bon, j'ai vu Rebels aussi, donc bon, je suis à jour sur les trucs. Mais j'ai pas vu tout Clone Wars, par contre, j'ai pas tout vu. Mais moi, ouais, vraiment, moi c'est un coup de cœur cette série. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je trouve ça cool et ça me suffit déjà en vrai. Je sais pas, toi t'en penses quoi? Bah alors, déjà, faut savoir que la série elle marche très bien quand même, parce que c'est le 2e meilleur démarrage d'une série Star Wars sur Disney+, il me semble. C'est après Obi-Wan, il me semble, donc c'est quand même.
c'est quand même que les gens aiment bien cette série. En même temps, je pense qu'il y a de quoi les fans de Rebels et de Clone Wars, voilà, qui en sont revus dessus, et il y a quand même pas mal de fanservice dans le truc, dans la série. Je vais pas m'en plaindre. J'ai bien aimé le fanservice qu'il y avait, surtout dans l'épisode 5. On revoit des têtes assez familières et tout, c'est quand même sympa. Je trouve, enfin, j'ai des problèmes avec la série, surtout que moi au début, tu te souviens, j'étais pas très enthousiaste dans les premiers épisodes, mais je trouve que par rapport aux autres séries, ça se tient plutôt pas mal en fait, cette série Star Wars. Il y a peut-être que Mandalorian que je trouve mieux, peut-être plus équilibré, mais là faut le dire la vérité, par exemple les effets spéciaux, mais après ça c'est tout Star Wars depuis qu'ils sont à Disney, faut dire la vérité, c'est impeccable, et là ça déroge pas à la règle, enfin des planètes, les baleines géantes, tout est, enfin tu te poses même pas une fois la question de putain c'est un peu mal fait ça ou quoi. Il y a plein de créatures, de design, de costumes là aussi, dans l'épisode 6, on voit le général Thrawn, enfin, et il y a ces Stormtroopers qui sont un peu, ils sont pas pareils, il y a un mec qui a un masque doré et tout, on dirait un peu des Stormtroopers zombies, tu sais, ils sont tout cassés, on dirait qu'ils sont morts, tu vois, mais ils sont revenus à la vie, c'est un peu, c'est spécial, mais ça donne un truc, un peu à part, que, j'aime bien, moi. Sur le coup, on n'a jamais vu ça, quoi. Même son vaisseau, il est complètement défoncé, quoi. Genre, je trouve c'est sympa l'attention aux détails du truc. Enfin, puis Thrawn, je le trouve vachement bien fait, il est bien joué et tout. Enfin, même tous les méchants, même de cette série, je les trouve super. Déjà, le Baylan Skoll et son apprenti, je trouve, ils sont assez gris comme personnage. Bon, Jedi gris, je sais pas, mais en tout cas, ils sont assez gris. On sait pas trop ce qu'ils veulent. Ils sont du côté des Sith, mais pas vraiment. Enfin, et je trouve dans leur acting, ils sont vachement bien les deux. C'est les deux meilleurs acteurs de la série, je trouve. L'apprenti, bon, elle parle pas beaucoup, mais je trouve l'actrice se donne pas mal. Et alors, Baylan Skoll, j'ai oublié le nom de l'acteur d'ailleurs, c'est dommage. Ray Stevenson. Qui nous a quittés il y a pas si longtemps. Et il est super aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord, ils sont vraiment ils sont très charismatiques les deux, et on a envie d'en savoir plus sur eux, quoi, et c'est toujours un plaisir de les voir, quoi, sur le coup. Je sais pas ce qui va se passer, mais ils sont pas méchants, enfin on voit qu'il y a un peu plus que ça, et que en plus Baylan Skoll c'est un ancien Jedi qui aimait en plus l'ordre de Jedi quand même, leur idéal et tout, donc c'est pas un méchant vraiment juste je vais conquérir le monde, je sais pas quoi, il est complexe, quoi. Ouais. Et c'est intéressant. Et Thrawn qui vient d'arriver, il a l'air vraiment pas mal aussi. Moi j'ai pas vu du tout Rebels, hein. Donc tous les persos je les ai découverts là. Thrawn, je trouve qu'il est très charismatique. Il y a la musique aussi quand il arrive, les bruitages des Stormtroopers et tout. Enfin, vraiment c'est impressionnant. Même les rapports d'échelle dans le dernier épisode où tu vois j'aime bien ça, c'est pour ça que j'aime bien Rogue One aussi, c'est quand tu vois le Destroyer, je crois que c'est le Star Destroyer, qui arrive au-dessus du truc, et tu te rends compte de la taille du vaisseau, quoi. Tu te dis putain, c'est incroyable. Donc je trouve ça assez sympa, et on a des bonnes fights. Enfin, moi je trouve que les chorégraphies sont plutôt bonnes là dans les épisodes 4-5, ça se fight bien, et c'est bien rythmé. Puis moi je suis friand des sabres laser aussi, donc je trouve que ça passe plutôt bien. Moi aussi. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans le 6, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de lore. Tu sais, on découvre des nouvelles créatures, nouvelles planètes. Sur le coup, avec Thrawn, on a plein de nouveaux trucs aussi. On voit des sorcières de Dathomir. Enfin, on voit beaucoup de trucs. L'épisode est super intéressant pour si on s'intéresse au lore de Star Wars. Là, il y a beaucoup d'infos, en fait. Il y a énormément d'infos à ajouter. Je pense sur le wiki, là, ça a écrit pas mal de trucs depuis la semaine dernière. Je pense que là, la série... Mais il y a aussi pardon. Non, vas-y. Et non, je disais, il y a aussi un travail de ouf sur le sound design, j'allais dire. Quand le vaisseau il arrive, il y a des trucs qui font. Il y a des sons de ouf. Non, mais les bruitages. Après, dans Star Wars, en général, même la postlogie, tout ce qu'ils ont fait, les bruitages, c'est toujours. Tu sens vraiment que t'es dans un autre univers. Je trouve à chaque fois, et ça marche super bien, quoi. Ouais. Après, malheureusement, j'ai quelques réticences. Je pense. La postlogie, oui. Bon, non, mais sur Ahsoka même. J'ai quelques réticences. Ah, d'accord, ok. La série, parce que je sais que toi t'as aimé dès le début, mais moi vraiment le début, pour quelqu'un qui a pas vu Rebels et tout, je trouve ça hyper poussif, quoi. Genre il y a tellement d'expositions, tu te tapes les 2 premiers épisodes,
bah je me suis dit je vais pas beaucoup m'amuser dans cette série quoi, parce que les personnages ils parlent des mêmes choses en boucle et encore, je trouve que ça fait énormément d'exposition et même maintenant il y a toujours ce problème je trouve où bah là on a réintroduit un personnage, je vais pas trop spoiler, mais à la fin de l'épisode on a réintroduit ce personnage et donc je pense qu'on va me refaire de l'exposition dans l'épisode d'après, donc ça va pas être fou quoi. Mais même enfin les enjeux ils arrivent très tard, et le moment où ils rejoignent notre planète c'est à l'épisode 4 et enfin c'est vraiment le milieu de la série où ça avance vraiment. Je suis d'accord que ça prend son temps quand même, c'est vrai. Et Thrawn, enfin il arrive à l'épisode 6 quoi. Tu te dis, et je pensais que ça allait être pire que ça en vrai. Je pensais que Thrawn il allait arriver à la fin, il allait faire coucou, je suis le méchant, à bientôt dans la saison 2, tu vois. Mais je sais pertinemment qu'il y aura une saison 2 à Ahsoka et que Thrawn il va pas mourir là, tu vois, c'est impossible, tu vois. Ouais. Bah, ce serait dommage en plus, hein. Sur le coup, j'espère qu'il va pas mourir là. Mais oui, il y a des rumeurs, en tout cas, sur une saison 2 qui serait, c'est pas annoncé pour l'instant, mais ça m'étonnerait même pas que, quand le jour où on aura le final de la saison 1, qu'ils annoncent la saison 2 comme ils ont fait avec Loki, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Ouais. Mais toi, les personnages, ils t'ont, pas vis-à-vis de Rebels, ça te parle ou pas? Bah, c'était bizarre, en fait, le truc de Sabine et Ahsoka, parce qu'en fait, il y a pas du tout ça dans Rebels, tu vois, le fait que ce soit son apprenti et tout, c'est pas du tout son apprenti, en fait, mais c'est dans la série qu'ils ont fait ça, que genre, elle forme Sabine en tant que Jedi et tout, Padawan, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre, sur le coup. En tout cas, mais bon, je l'ai accepté, tu vois, sur le coup, j'ai fait ok, voilà. Mais après, je trouve que, par exemple, Hera est très bien, Chopper, très bien, c'est même un peu, il y a un côté un peu DiCaprio qui pointe du doigt la télé, genre, hey, c'est parce que même quand t'as des persos comme Mon Mothma au conseil là de la Nouvelle République et tout, tu fais hey, c'est Mon Mothma et tout. Voilà, quand tu connais bien le lore. Ouais. Il y a un côté un peu comme ça où il y a un mode comme tu disais de fanservice quoi, en mode regardez c'est lui, regardez c'est elle. Bah moi j'ai pas ça du coup mais ça me dérange. C'est bon. J'ai pas ce petit truc de fanservice parce que j'ai pas vu du tout Rebels et ouais. les personnages je trouve qu'il y a un petit problème au niveau des persos. Bah, par exemple Hera j'aime bien son design hein, il marie Elizabeth Winstead, j'aime beaucoup cette actrice voilà, Scott Pilgrim dans le cœur, mais enfin pour l'instant son personnage il sert un peu à rien quoi, je trouve. Il est là, il voyage, il les rejoint, mais et à la fin là de l'épisode, c'était le 5 où Ahsoka et part en Palen, elle fait non mais t'inquiète j'y vais tout seul, et l'autre elle la laisse là, je fais non embarque là, c'est bon, faut qu'elle serve à quelque chose dans le scénario et tout. Ouais, c'est un peu dommage. Bah surtout que quand ils faisaient la promo de la série, c'était Mary-Elizabeth Winstead, l'actrice de Sabine et Rosario Dawson quoi. Ouais. Qui faisait la promo de la série quoi. Après on l'a quand même pas mal vu, je dirais pas qu'elle a servi à rien parce que ça l'a amené quand même dans l'épisode 2 là dans la fabrique et tout. Là, après elle vient les aider dans l'épisode 4. Bon, ça se passe pas bien, mais elle vient quand même, et après elle vient sauver quand même Ahsoka qui est dans l'eau en train de se noyer là. Mais ouais, mais en fait, pas qu'elle a des petites apparitions, mais sur l'intrigue principale, elle est pas, je trouve vraiment pas vraiment impliquée, quoi. C'est un peu. Non, mais il me semble que dans Rebels, c'était déjà un peu comme ça. C'était la pilote, quoi, si tu veux. Tu vois, c'était la pilote du vaisseau. Ouais. Après, elle peut pas piloter des baleines. Il a toujours été un peu. C'est ça aussi. Mais ouais. Et Ahsoka, j'avais des problèmes avec Ahsoka parce que c'est vraiment une série Sabine. C'est pas le problème, hein, tu vois. Encore, Sabine, je l'aime bien dans la série, mais c'est vrai qu'Ahsoka, pendant longtemps, elle est un peu au second plan avant que cet épisode 5 arrive, et du coup, là, on voit son mentor et tout. On a une vraie introspection avec le personnage, quoi. Et là, vraiment, elle prend un peu de l'ampleur parce qu'au début, c'est vraiment Sabine, ses petits problèmes, qu'elle veut devenir Jedi, mais qu'elle se sent pas capable, qu'elle a perdu j'ai pas trop compris si c'était son mec ou son meilleur ami ou quoi, mais en tout cas un mec qu'elle aime bien. Bah, dans la série, ils sont pas ensemble, mais moi, je soupçonne qu'il y aura peut-être un truc plus. En tout cas, elle est plus affectée que les autres vis-à-vis de cette perte, quoi. Bah, c'est pour ça, ouais. Donc voilà. Non, Ahsoka, je disais juste que, vous voyez, le personnage, il est un peu froid, en fait, au début de la série. Mais il y a quand même un peu de développement, parce que, par exemple, ils disent, il y a une phrase avec Hera, là, où elle dit, mon maître n'a jamais fini ma formation, tu vois. Et en fait, ça se résout dans l'épisode 5, sur le coup. Donc, il y a quand même une évolution du personnage, et, oui, c'est vraiment l'épisode 5 qui fait évoluer le personnage, et qui le fait devenir, je trouve qu'il ressemble plus, tu sais, à la fin,
Asuka et Ahsoka dans les séries d'animation où elle est un peu plus joyeuse et tout, alors que au début elle était vachement froide et tout. Ouais, En fait, bah ça là, fait- oui, ça c'est fait sûr. plaisir, moi je trouve. Tu sais, elle devient déjà les habits, elle est plus habillée en noir, elle devient habillée en blanche. Oui. C'est ouais. C'est la résurrection. J'avais lu que Filoni il est fan de Gandalf. Bon, je pense que c'est un peu bref, mais voilà. Putain, le crossover peut-être. non, je pense pas quand même. Bah écoute, voilà, c'est mon avis sur Ahsoka. Moi j'ai hâte de voir la suite pour le coup parce que Ouais. je trouve que c'est de mieux en mieux. Ouais, pareil. Ouais. Je trouve aussi que la série monte en puissance. Moi, j'aimais déjà au début, mais je trouve quand même que elle monte en puissance, quoi. Ouais. Et j'ai hâte de voir les deux derniers qui restent. Ça sur le coup, on va passer dans un autre univers plus de la mafia, je dirais. Oui. Je- Oui, ça va. Ouais, on va dire ça. Hein. Surtout là cette série là, je trouve que là elle est côté mafia appuyé quand même la série. This is more than vengeance. This is justice. Can you dig it? Let's take this house and everything that comes with it. And away we go. Oui, donc on va parler de The Continental, donc qui est le série spin-off de John Wick, pas de John Wick, je veux dire le 4, mais pas du tout, c'est de John Wick en général. Et, donc sur le fameux hôtel où il y a les tueurs à gages qu'on voit dans les films. Ouais, c'est ça, ce sera 3 épisodes de 20 millions de dollars, et oui, quand j'ai fait la recherche, ça m'a fait un peu mal de voir ça, et que c'est sur Winston, donc Winston Ouais. Scott, le gérant qui est joué par Ian McShane, je crois l'acteur il s'appelle comme ça, Ouais. Ian McShane, qui est le gérant du Continental dans l'univers des films John Wick. Et on va voir son ascension du coup aux États-Unis, et voilà. Et on voit aussi Carol, comment il s'appelle, qui était joué par Lance Reddick, c'était Sharon. bien Sharon, C'est ça, oui. Sharon, le personnage joué par Lance Reddick qui apparaît dans la série. Et bah, écoute, je peux commencer, si tu veux. Ben, moi, je me suis posé la question avant de lancer, parce que j'avais oublié que ça sortait cette semaine. Et du coup, je l'ai regardé, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. Mais, en tout cas, je me suis dit, mais à quoi il sert ce spin-off? Je me suis dit, pourquoi ils font un spin-off sur ça? Et j'avais commencé à réfléchir, je me dis, je suis pas fan de John Wick, moi j'aime bien le 1, le 2, le 3, je suis pas fan vraiment, quoi, même si bon, j'apprécie les chorégraphies et tout. Le 4, j'ai beaucoup aimé parce que, bah, justement, il y avait des personnages qui m'intéressaient, en tout cas qui m'impliquaient dans l'histoire, alors que le 2 et le 3, c'était plus compliqué, à part John Wick. Et là, je me suis dit, mais, ils font un spin-off en série d'un John Wick sans John Wick. Tu vois? Et là, je me suis dit, mais attends, du coup, ils vont parler de qui? Et les mecs te parlent de Winston Scott, donc Ian McShane. Et moi, pour moi, ce personnage, il marche bien en tant que personnage secondaire, en fait, Ouais. dans John Wick. Mais est-ce que c'est assez pour faire un spin-off sur lui, quoi? Surtout que, enfin, c'est Baba Yaga, quoi. Le John Wick, c'est le mec enfin, c'est le meilleur assassin du monde. C'est logiquement, tu te dis, bah, j'ai envie d'un spin-off sur lui, quoi. Pas d'un spin-off sur Winston Scott. Bon. Et bah, moi, je trouve ça, il y a un gros problème au niveau des personnages, quoi. Dès que j'arrive, ils sont hyper fat, quoi. Et en plus, ils s'enchaînent en 1h30, hein. 1h30, c'est comme l'histoire d'un film. On a l'enchaînement de je sais pas combien de personnages qu'on connaît pas, qui sont hyper fat. Et qui sont joués par des acteurs que, pour le coup, je trouve pas mauvais, je trouve ça va, ils sont pas dégueux, mais ils ont un manque de charisme vis-à-vis des films. Et tu regardes le Sharon, qui est joué par Lance Reddick, tu regardes l'acteur qui le joue, déjà il le ressemble pas du tout, mais en plus, il y a une différence de charisme qui est énorme, quoi, entre les deux, et le personnage de Ian McShane, le Winston Scott, bah, c'est la même chose, Ouais. quoi. Je pourrais même pas te dire que c'est le même personnage, quoi. Non, ils se sont pas du tout. Ils ont les couches. Tu sais, j'avais oublié que c'était lui, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc moi, c'était compliqué déjà de m'accrocher à la série directement, quoi. Et alors, 1h30, John Wick, mais il y a 2 scènes de baston. Il y a 2 scènes de baston. Il y a la première scène qui est assez impressionnante, là, les 10 premières minutes où il y a son frère qui
Alors, son frère qui attaque justement le Continental, qui est géré par Mel Gibson dans la série. Mel Gibson qui est pas trop mal aussi dans la série, mais bon, voilà, c'est Mel Gibson. Mais et du coup, il va l'attaquer, et là, on va avoir une scène d'action dans l'escalier. Ça rappelle un peu John Wick, mais ça fait un peu John Wick du pauvre, quoi, je trouve. Ça fait une caméra à épaule, mais ils essaient un peu de simuler ce que c'était John Wick, mais je trouve que c'est un peu John Wick du pauvre. Mais encore, je me dis, vis-à-vis de tout l'épisode qu'on a eu, bah au moins ça va, parce que la scène de fin, mais je sais pas toi, si tu l'aimes bien la scène de fin de course poursuite. Je vais en parler. Bah vas-y, je te laisse. Ouais, j'allais en parler. Ouais, non, parce que moi, oui, au début, déjà, quand l'épisode a commencé, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à me dire dans ma tête que ça se passe dans l'univers de John Wick? Ça me paraît, tu vois, au début, je me dis, ouais, je pense, ça va être compliqué. Après, il y a eu la scène de baston dans l'escalier, je me suis dit, ah, peut-être, sur le coup. Et ouais, après, effectivement, c'est un peu compliqué, en fait, j'ai du mal à lier ça à John Wick, en fait. Et ouais, et la scène de poursuite de la fin, là, où il y a des fondus au noir, il y en a 50, j'ai pas compris. Je trouve qu'on comprend rien, sur le coup, à cette scène. Que dans l'espace, on voit pas, tu sais, on comprend pas l'espace, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était très compliqué. C'est très étrange, hein, comme choix. Il faut une course poursuite. En plus, franchement, la série, on sent qu'il y a du budget, tu vois. Ils nous font une course poursuite qui a l'air pas mal, mais ils te font des cuts, mais je ne comprends pas. Ils sont dit, bah, on va leur faire voir la moitié. Ils font du noir, en plus, tu vois un écran noir, tu vois, ouais, mais t'as même pas encore s'il y avait une justification, si genre, tu suivais t'étais dans la peau d'un personnage qui s'évanouissait ou je sais pas quoi, mais là, il y a rien du tout, en fait, sur le coup. C'est pour ça que j'ai pas compris, en fait. Il coupe, et ça, l'action continue. C'est juste que ça coupe, et on passe un autre, donc ça coupe, et tu fais, mais non, laisse-moi apprécier l'action, quoi. Et par contre, c'est pas des fondures noires, parce que les fondures noires, ça, tu sais, l'infondu, c'est une image. Ouais, c'est juste des écrans noirs. Oui, ouais. Et en fait, c'est sec, quoi. C'est encore pire que ça. C'est sec. C'est juste, hop, non. Je te refuse ton plaisir. Tu dégages. Hop, ouais. C'est fou. C'est très étrange. Et, ouais, tu veux parler et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur les persos. Je disais non, je trouvais que t'avais effectivement raison sur les persos. Je trouve qu'il y a trop de persos. Et en fait, et au bout d'un moment, j'étais perdu. Je savais plus qui en suivait, qu'est-ce que j'étais pas dans l'histoire en fait, j'étais plus dans l'histoire. Et pourtant au début, moi je trouve que avec Frankie là, bah moi j'étais chaud pour suivre Frankie en fait. Sur le coup, mais et ouais, après je sais pas, il y a lui, il y a le frère, après il y a je sais plus, il y a 3-4 bandes que tu suis là, ça fait beaucoup je trouve. Non mais ouais, quoi. Et puis t'as les deux là, frères, je crois qu'ils sont frères, qui gèrent un dojo. Puis enfin, il se fait trimballer dans tous les trucs. Enfin, tu comprends. Enfin, en fait, t'as pas le temps de t'attacher à eux tellement ça défile, quoi. Et il y a déjà un épisode qui est passé, je suis attaché à quasiment aucun personnage, quoi. Et je me dis bon, mais Gibson il est pas trop présent. Non, c'est vrai qu'il y a aucun. Et aussi les jumeaux, je trouve ça caricatural, mais de ouf. Oh putain. C'est vrai qu'il y a les Sniper là. En plus ils ont rien de spéciaux. Tu sais genre ils sont spéciaux de ouf et tout, mais en fait c'est juste des snipers quoi. Et c'est juste qu'en fait ils font la gueule mais je veux dire il y a eu Breaking Bad qui a fait ça en mieux il y a 15 ans quoi. C'est un peu ça en plus. Ouais. Non, je suis d'accord, c'est horrible quoi les jumeaux, enfin, tu sais, ils sont en mode, ils ont en mode poker face tous les deux, et ils ont des coupes un peu bizarres. Ouais, puis ils avancent et tout, tu fais, ouais, mais ils sont pas menaçants pour faire un sou, et bon. C'est assez compliqué. Mais je voulais savoir ton avis sur la musique. Ça m'intéresse parce que j'ai noté un truc. Mais je suis sûr que tu l'as remarqué aussi. Ah ouais? Ah, oui! Donc, la musique de Jojo? Mais attendez, c'est le moment le plus what the fuck que j'ai vu de cette année. Mais non, mais tu sais que j'entends la musique qui commence, et c'est une musique de JoJo's Bizarre Adventure, pour ceux qui savent pas. Et qui, ouais. Bah, pas vraiment à la base, mais oui. Enfin, je veux dire, en tout cas, qu'elle est affiliée à ça, au To Be Continued ouais. Et genre, j'entends la musique, je dis, mais je connais ça, tu sais, le début, les premières notes, je dis, mais attends. Et après, à la fin, je sais pareil. Mais je dis, mais pourquoi il y a cette chanson, genre, et il y a plein de chansons dans le film, où je me dis, mais pourquoi ils ont choisi cette chanson, il y a un moment, ils sortent, je crois que c'est au niveau de la voiture, tu sais, t'as, I'm a Bad Bad Man, je sais plus, je me souviens jamais de cette chanson, mais, enfin, du titre de la chanson, mais elle est ultra cliché, là. Je pense que tu vois de quelle musique tu veux parler, mais elle est,
elle est horrible, quoi. Enfin, c'est pas horrible, mais dans le sens elle est mauvaise, mais genre, t'as pas le droit de sortir une chanson comme ça, c'est tellement cliché, quoi. Ouais, elle est pas, c'était compliqué. Ces musiques, c'est bizarre, les choix, ils font des choix très, très étranges. Ah ouais. Il y a pas du Ozzy Osbourne, je crois, dans le générique de fin, il y a un truc comme ça, un peu rock, je sais plus ce que c'est, mais je connaissais la musique, mais je sais plus qui c'était, qui chantait. Je comprends pas l'identité musicale qu'ils veulent avoir dans cette série, en tout cas. Ouais, c'est très étrange. Hein. On peut dire qu'on n'est pas très enthousiaste vis-à-vis de la série, quoi. Non. Ça va être, on verra l'épisode 2, mais bon, si on se retape 1h30, j'espère que ça bougera un peu, quoi. Ouais, on est d'accord. Bon, on passe à la suite. C'est parti pour One Piece. We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. Gamagon! Pistol! All great fighters call out their finishing moves. No, they don't. Donc la série live, l'adaptation de Netflix, qui a coûté à peu près 144 millions de dollars. Putain. Donc ça ferait 18 millions de dollars par épisode. Ils ont annoncé une saison 2 il y a pas longtemps. Je crois que c'était la semaine dernière. Enfin, c'était il y a pas longtemps. Oui, c'était il y a une semaine, ouais. Et donc c'est que ça a quand même fonctionné assez pour que Netflix soit content des chiffres pour annoncer une saison 2. Parce que ça aurait pu être un énorme flop et bon, ça, c'est pas un flop en tout cas. 50 millions de visionnages à peu près, il me semble. Ouais. Sur les... Qui est pas genre le plus gros carton de Netflix, mais c'est pas dégueu non plus, quoi. Après, je pense qu'ils ont vu que sur le long terme, ça devrait être bon, quoi. C'est à peu près ça, je pense. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Et nous, qu'est-ce qu'on en pense? Nous, qu'est-ce qu'on en pense? Mitigé, moi, je dirais. Parce que je trouve qu'il y a quand même des bons trucs. Mais je trouve que faut se calmer sur Twitter et tout là, parce que c'est pas, genre, incroyable. Voilà, j'attaque Twitter, désolé. Mais... En fait, quand ça assume le côté cartoon, c'est marrant. Je trouve ça... Moi, ça rajoute un truc un peu différent des autres séries Netflix, quoi. Mais ouais, moi la structure flashback à chaque épisode, j'en pouvais plus à la fin. Et j'avoue que je me suis un peu ennuyé quand même en regardant la série. Et qu'en fait, à chaque épisode, je commençais à être dedans à 15 minutes de la fin de l'épisode. Voilà. C'était un peu... Ouais. C'était un peu bizarre. Et les épisodes avec Usopp, là, c'était... comme dans le manga. Ouais. Moi, je déteste Usopp dans le manga. Ce personnage, même son histoire, c'est la pire de East Blue. Donc, One Piece, c'est l'adaptation du manga. Je pense que tout le monde qui écoute, c'est ça. Et en gros, bah, il y a un arc, c'est l'arc de Usopp. Et Usopp, déjà, c'est un personnage qui est, je trouve, nul, mais vraiment autant dans la diégèse du film que juste quand je réfléchis comment son personnage, il sert à rien. Et donc là, on a tout son arc qui est tiré en longueur en plus dans la série. Et on n'en pouvait plus au bout d'un moment, quoi. Après, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est une bonne adaptation, mais en même temps, faut dire la vérité. Moi, je trouve que ce qui a marché, ce qui a fait que les fans aiment bien, c'est quand même que c'est au-dessus des merdes qu'on a eu comme Dragon Ball Evolution, des trucs comme ça, parce que je pense que ceux qu'on fait la série, ils aiment vraiment le manga pour le coup. Ils l'ont pas dénaturé, tu vois, comme Dragon Ball Evolution, des trucs comme ça. On sent que c'est des vrais fans, et c'est des vrais passionnés qu'on fait le tout. Bah, Oda, de toute façon, était impliqué, le créateur de One Piece. Oui, il était très impliqué. Hein. Et je trouve qu'il y a un vrai respect de l'œuvre pour le coup là, niveau des personnages, même le côté cartoon dans l'ambiance est bien respecté qu'il y a dans One Piece. L'ambiance, les acteurs, ils sont ultra impliqués. C'est pas pour autant qu'ils sont des bons acteurs, mais on sent que ils aiment bien jouer leur personnage. Donc ouais, moi je trouve que le cast ça va, il est attachant quoi. Ouais, c'est ça quoi. Ils sont partis chercher le mec qui crie le plus au monde pour faire Luffy, tu vois. Enfin voilà, ils sont partis chercher vraiment exactement les bons gars quoi, et ça marche plutôt bien. Maintenant, d'un point de vue visuel, c'est un peu catastrophique sur pas mal de points. Genre les costumes et maquillages, on en a parlé avec Ista, mais c'est une catastrophe quoi. Il y a tous les costumes, ils font Paris Games, enfin pas Paris Games, comment ça s'appelle
Ça fait un peu cosplay Japan Expo, quoi. Voilà, Japan Expo, et les maquillages, c'est le pire, je crois, les maquillages des hommes poissons. Ouais, moi c'est Arlong. Je suis pas convaincu. Je le trouve pas imposant. Je suis vraiment pas convaincu par Arlong sur le coup. Alors qu'encore Baggy, il est cool, tu vois. Baggy, je le trouve cool. Ouais, bah Baggy, je pense qu'il est plus simple à retranscrire qu'Arlong parce que les hommes poissons dans le manga, dans l'anime, ils sont énormes, quoi. Ils sont assez imposants, ils sont assez difformes et tout. Enfin, c'est des humanoïdes, mais ils ont et à rendre ça en live, si t'essayes d'appliquer exactement le même truc, ce qu'ils ont essayé de faire, d'appliquer l'anime en live, bah ça passe pas, quoi, parce que tu peux pas chercher des mecs de 3 mètres, donc t'es obligé de prendre un mec, puis ils ont pris un mec qui fait la même taille que Zoro, je crois, ou un truc comme ça, tu vois, et tu te retrouves, un mec beaucoup moins imposant, et bon, voilà, c'est un peu ridicule, quoi. Il y a certains hommes poissons qui sont un peu ridicules, je trouve. Ouais, je suis d'accord, mais moi, c'est pour ça ce qui me fait peur, c'est Chopper, parce qu'il a été clairement teasé pour la saison 2, et je sais pas trop comment ils vont le faire, quoi. Parce que quand on voit Arlong, ça me fait un peu flipper. Bah, là, c'est l'enfer, hein, tous les Choppers, les Franky, les trucs comme ça, parce qu'il y a je crois que c'est le showrunner qui avait dit qu'ils étaient capables d'aller jusqu'à 7-8 saisons. Plus on avance, plus c'est chaud, hein. One Piece au niveau des pouvoirs. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais écoute, on verra bien, quoi. Et puis il y a des persos de plus en plus what the fuck, quoi, qui arrivent, plus on avance, quoi. Clairement. Et t'aimes bien les combats, toi? J'aime bien les combats de Zoro. Zoro, lui, c'est cool, je trouve, quand il se bat. Ouais. C'est vraiment bien filmé et tout, sur le coup, je trouve, les combats de Zoro. Les combats de Luffy, ouais, bof. Je suis pas super convaincu. Ouais. Bah, après, déjà, il utilise pas ses pouvoirs pendant les 3/4 de l'anime, donc c'est un peu gênant. Mais dès qu'il y a ses pouvoirs, ils savent pas gérer, au niveau de la réal, comment faire ses pouvoirs, quoi. C'est, le seul qui passe, c'est Zoro, parce que, voilà, il a un katana et les chorégraphies sont plutôt pas mal, mais dès qu'il y a des pouvoirs, il doit s'étendre les bras ou les trucs comme ça, c'est mort, quoi, il y arrive plus, c'est un peu... Ouais, et puis il y a des trucs un peu, dans la GSS qui sont un peu bizarres. Pourquoi quand on lance contre un mur, il rebondit pas, enfin, ou il se tramollit pas, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois, alors qu'il est élastique. Il y a des trucs comme ça, que comme c'est du live action, tu vois, tu te poses des questions un peu, oui. C'est la situation d'incrédulité qui marche moins que sur de l'animation, quoi. Bah, c'est un peu, c'est à la carte, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc, ça varie en fonction, quoi. Et c'est ça. Et après, la réal, elle aide pas du tout, mais même en dehors des combats, la réal, elle est aux fraises, quoi. C'est les courtes focales, ça fait en fait une déformation de l'image, donc sur tous les plans, sur les visages, il y a ça, et enfin, c'est très bizarre parce qu'ils se sont fait chier à construire des décors en dur et tout, des bateaux et tout. Et moi, j'ai trouvé vraiment pas mal, mais si c'est pour mettre ce filtre là et qu'on voit rien, enfin, je comprends pas, quoi. C'est assez frustrant, quoi, je trouve. Je pense qu'en fait les courses vocales là sur le côté, ça fait des grosses têtes, quoi. Je pense que c'est pour imiter le manga. Tu sais, dans le manga, t'as des cases où t'as genre il y a un peu le gros plan d'une tête, et je pense que en fait ils veulent leur redonner cette image-là, je pense. Il y a une volonté de coller au manga, je pense. C'est probable, enfin c'est possible parce que ils essaient de copier l'anime, le manga à la lettre, donc peut-être ils ont essayé de faire ça, mais ça marche pas du tout en live, quoi. Cette esthétique-là. Ouais, je suis pas convaincu non plus par la réal. C'est assez dégueulasse, même à certains moments, je trouve. Mais en fait, bizarrement, c'est peut-être le premier épisode, je le trouvais mieux réalisé que les autres. Ouais. Je sais que le combat de fin, là, je le trouvais plutôt cool, comment il était fait. Oui, je vois ce que tu veux parler. Enfin, ou c'était dans l'épisode 2, celui avec Zoro et Nami, je sais plus. Je crois que c'est l'épisode 2. Je crois que c'est direct le des premiers. Ouais, je crois que c'est l'épisode 2 parce que au début, il est avec Alvida et il est avec Kobe. Je crois qu'il est qu'avec Kobe dans l'épisode 1. Je suis plus sûr. En tout cas, c'est dans le début, c'est là où il libère Zoro et il libère Nami. Ça me paraît faire beaucoup pour un premier épisode qui se bat contre Alvida, qui sert vers Kobe, qui libère Zoro. Enfin. Non, mais il me semble que c'est ça, parce qu'Alvida, il me semble que il va battre très vite, hein. Il me semble que c'est possible. C'est possible. Peut-être que oui, non, si. En fait, ça me dit quelque chose. T'as raison. Et c'est vrai que celle-là, je crois que c'est la meilleure scène de la série, et après ça devient un peu nul. Bon, après, on sait que ce soit pour les séries ou les films, ils ne tournent pas tout dans l'ordre, donc peut-être que voilà, ils s'étaient plus expérimentés pour c'est peut-être une des dernières qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, c'est possible. Après, peut-être moins de limitations, je saurais pas dire. D'ailleurs, ils ont rajouté des trucs par rapport au manga.
que j'ai lu. Ils ont rajouté la storyline. En fait, Kobe, c'est un jeune de la marine qui est ami de Luffy. Et normalement, dans le manga, on le voit pas pendant longtemps, quoi. Et là, on voit Kobe et Garp, du coup, c'est un vice-amiral de la marine. Et on les suit en parallèle de Luffy, de son équipage et tout. Et ça ralentit l'intrigue et ça sert à rien, quoi, de les suivre. À chaque fois, c'est les mêmes scènes où ils parlent sur le bateau, ils font la poursuite de Luffy sur le bateau. Il faut le retrouver, celui-là. Je pense qu'il y a la volonté, c'est de faire un parallèle entre Kobe et Luffy. Qui pendant que Luffy, lui, il évolue chez les pirates, tu vois Kobe qui évolue chez la marine. Je sais pas où ils vont aller avec ça, hein, parce que si on continue, Kobe, il se passe pas grand chose pour lui, quoi. Mais après, ils vont peut-être impliquer, du coup, Kobe dans chaque arc et dans chaque truc, mais... Ouais, c'est ça, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. On verra la saison 2. Je pense que je regarderai la saison 2, pour le coup, si elle sort, parce que j'aime bien souffrir. Ouais. Bon, on n'en a pas dit tellement du mal, ça va encore. On dit que c'est sympa, encore. Ça va. On l'a pas défoncé, mais bon. T'as l'impression Continental, on l'a défoncé, hein. Pas mal. Oui, sinon il y a Jimmy Lee Curtis qui est en train de faire du lobbying pour jouer le Dr. Kiroa pour la saison 2. Et d'ailleurs, parce qu'elle a posté ça sur Instagram, et je crois qu'il y a un des scénaristes. Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un qui travaille sur la série qui a dit on en reparle après la grève des acteurs, donc c'est fort possible que ça finisse par arriver, quoi. J'aime bien Jimmy Lee Curtis. Et ce serait très cool parce que Jimmy Lee Curtis, ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle est fan de One Piece et tout, c'est connu, donc ce serait très cool comme clin d'œil de l'avoir dans la saison 2 de la série. Yes, on verra ce que ça donne. Si elle est prise, évidemment, parce que après, en plus, l'avoir interagir avec Chopper, ça va être un enfer. Bon, on passe à la sortie ciné de la semaine. Enfin, ouais. Bah, sur le cinéma. Ouais, c'est sorti Disney+. Et bah, c'est Traqué en français. Et No One Will Save You, dans sa version originale. Brian Duffy. C'est ça. Il a fait, j'ai regardé, il a scénarisé, c'est un scénariste surtout, il a réalisé un film avant, mais il a surtout scénarisé des trucs, il a scénarisé Divergente 2. Bon, là, ça fait peur. Mais il a surtout scénarisé de Babysitter 1 et 2 sur Netflix. Je sais pas si tu les avais vus, toi. Oui, alors que moi j'aime bien, c'est débile, mais moi j'aime bien. C'est des comédies horrifiques, hein, c'est ça. C'est des comédies d'horreur, ouais, avec une histoire de secte. Ouais. C'est assez drôle. Ok. Et il a fait Underwater, que je trouve un peu sous-côté, Underwater, avec Kristen Stewart. Underwater, ouais. J'en ai toujours entendu du bien, moi, Underwater, pas que c'est bien. En fait, quand tu vois le truc, tu te dis, ça va être horrible, et en fait, quand tu vois le truc, ça va. C'est plutôt un bon film d'horreur, assez honnête. Et bah là, il retourne à l'horreur, sauf que là, c'est sa réalisation. Bah, Disney+, est-ce qu'ils vont nous sortir un ou deux films d'horreur par an, tu sais, de résidus de la Fox, qui... Il y a moyen, hein. Parce que l'année dernière, c'était Barbarian, qui sortait un peu de nulle part, et qui était, moi, j'avais adoré, c'était un de mes films d'horreur de l'année. Et là, on retrouve un film d'horreur avec des extraterrestres. Il y avait Nope l'année dernière avec les extraterrestres, et là cette année, on a Traqué. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà. Et on en parle. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'ai trouvé ça vraiment prenant. Moi, j'ai été vraiment pris dedans. Ça a été vraiment. J'ai adoré l'ambiance, le sound design et tout. Pour moi, ça a marché de ouf. Il y a des moments où je me suis dit en mode. Attends, what, il se passe quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Tu vas sur j'ai eu plein de moments comme ça, j'étais en mode, attends, quoi? Et, en vrai, sur moi, ça a marché de ouf. Plus mitigé sur la fin, je sais pas trop. Mais, pour moi, Barbarian avait le même problème, où je trouve que la fin, ça part un peu en couille. Ouais. Et pour moi, c'est un peu la même chose, et moi, je l'ai trouvé vraiment cool, le film. C'est une très bonne surprise pour moi. Je l'attendais pas du tout, et je l'ai trouvé vraiment chouette.
Et toi, t'en as pensé quoi? Après, faut le dire aussi, parce qu'on l'a pas dit, c'est un film quasiment, enfin, il y a pas de dialogue quasiment dedans, quoi. Je crois qu'il y a quelques lignes de dialogue, mais genre, je crois qu'il n'y en a pas plus de 10 dans tout le film. Donc c'est vraiment un film cinématographique au sens purement, ça raconte purement par l'image, du coup. Et c'est un film qui parle aussi de communication et de manque de communication, donc c'est assez intéressant aussi, je pense, d'avoir fait un film comme ça. Et c'est un film où on sait très vite que cette dame, l'actrice, en tout cas le personnage principal, qui est un peu, qui est une fille un peu créative, talentueuse, et on sent qu'elle a un passé un peu tumultueux et elle s'entend mal avec sa communauté parce qu'elle vit un peu reclus de la communauté, mais quand elle va dans le village, elle est un peu reclus. Et une nuit, elle entend des bruits étranges et il y a un alien qui débarque chez elle. Et ça, c'est les prémices, hein, c'est les 10 premières minutes, c'est pas un spoil du tout. Et le début, il est hyper engageant parce que t'as parlé du sound design et c'est vrai, genre tout le sound design de la maison des aliens et des bruits qu'ils font, de leur vaisseau et tout, c'est hyper prenant, quoi. Et l'actrice, je trouve qu'elle le porte bien aussi, là. J'ai oublié son nom, Kathleen Dever, je crois, c'est son. Je crois qu'elle avait fait la série Dopsic et elle le porte bien, je crois, le film. Le film, je le trouve. C'est pas facile quand même de faire un film où t'as pas de dialogue et tu fais tout passer par l'expression. Donc peut-être qu'elle est un peu en dessous. Ouais, t'as pas de réplique à donner à quelqu'un d'autre et tout, tu vois. Enfin, elle est toute seule, quoi. Ouais, c'est ça, et que elle a tout ça à porter toute seule, parce qu'elle est toute seule dans le film. Et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, quoi. Et les premières séquences, la première séquence où il débarque l'alien, c'est impressionnant, même en termes de réal et tout. Enfin, t'as des plans hyper longs sur un moment au niveau du lit, pour pas gâcher, mais les gens qui ont vu ils comprendront. Enfin, c'est direct, t'es dedans, tu retiens ton souffle et là t'es parti pour 30 minutes, quoi. Je trouve que le film, il a quelques problèmes de rythme. C'est que par exemple, le début, le film, il change de ton plusieurs fois. Oui. Il y a un moment où ça part dans un autre genre d'horreur et le film il se renouvelle plutôt bien, je trouve. Mais du coup, il les tire un peu en longueur ces moments, genre le moment de l'invasion de la maison, il dure un peu trop longtemps, je trouve. Au bout d'un moment, le moment où on part dans un autre genre d'horreur, pour pas spoiler, il y a un moment où tu sais, ça se réinvente pas assez et du coup ça tombe et ça se réinvente enfin dans un nouveau truc quand c'est dur de parler du film sans spoiler, mais quand les 30 dernières minutes il se passe un autre truc, on part autre part, entre guillemets, et à chaque fois ça se réinvente. Donc du coup le film, je trouve qu'il a un côté frais à chaque fois, mais en même temps à chaque fois il le tire trop longueur, ce côté frais, et il arrive pas à se réinventer. Ah oui, ok, d'accord, chaque séquence tu la trouves qui est trop longue. C'est ça, ouais. En tout cas au bout d'un moment je me lasse, quoi, moi. Et je pense aussi c'est aussi fait au parti que la menace, les aliens, c'est un peu les aliens caricaturales qu'on a vus depuis 80 ans, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais justement, moi je trouve que bizarrement ça marche bien, parce que oui, c'est clairement les aliens de Roswell, quoi. C'est ce qu'on appelle les aliens de Roswell, qui sont tout gris avec les gros yeux noirs là. Mais je trouve que bizarrement j'ai pas trouvé ça kitsch, ou tu vois, enfin j'ai pas trouvé ça mal fait ou pas crédible, quoi. Moi j'ai trouvé ça crédible, en fait, j'y ai cru, j'y ai vraiment cru sur le coup, et ça m'a surpris d'y croire. J'y ai cru aussi, tu vois, mais enfin je trouve qu'il y a des problèmes d'FX quand même à certains moments, mais bon c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ouais, après c'est pas ça, un type. Je pense que le film, voilà, il a coûté une 20aine de millions, il y a quelques problèmes d'FX vu l'ambition du truc, mais c'est pas si grave. Mais je trouve que pour le coup, ils auraient pu choisir un type d'alien, même s'ils essaient de se réinventer au niveau des aliens, mais c'est toujours le même alien. Enfin, il y a plusieurs aliens dans le film, voilà, c'est pas un spoil, et ils ont différentes morphologies, différents trucs, mais en fait c'est toujours la même chose, mais avec différentes morphologies, mais c'est la même tête, c'est un peu caricature. Moi, ça m'a un peu freiné pour le coup. Après, le film, je trouve qu'il se tient bien, ça marche. C'est un semi-huis clos, parce que c'est pas vraiment un huis clos pour le coup, mais ça se passe vraiment quasiment au même endroit. Et je trouve que le film, dans l'horreur en tout cas, il marche plutôt bien, mais ça vaut pas Barbarian pour le coup, faut pas déconner. Ok. Bon, pour moi, c'est au même niveau. C'est à peu près, je le mettrais au même niveau, je pense. Pour moi, c'est la même chose. Je trouve les deux très prenants et l'effet un peu what the fuck et sur le coup, ouais, je sais pas. C'est des bons films, je trouve, des bons films d'horreur pour Halloween, là. Après, je trouve que les deux, ça marche le mieux, c'est toujours quand t'es plus dans la suggestion que t'es dans que plutôt quand t'es dans le vraiment où tu vois soit l'extraterrestre, soit voilà ce qu'il y a dans Barbarian, quoi. Oui. Tu vois.
Je trouve que ça marche. En fait, c'est surtout les débuts qui marchent de ouf, je trouve, à chaque fois dans ces films-là. C'est vrai, mais après celui-là, il démarre fort direct quand même. Je trouve que il balance l'alien quand même assez rapidement. Ouais, c'est vrai. Et le fait d'avoir choisi des aliens pour raconter cette histoire, je trouve que ça marche aussi vis-à-vis du trauma du personnage, parce que en fait, elle est vue comme une alien et elle voit les autres comme des aliens aussi, entre guillemets, tu vois, parce que oui, dans le côté marge de la société. C'est ça. Elle est un peu ostracisée et tu vois, donc je trouve que ça marche bien d'avoir incorporé les aliens dans son scénario et ça c'est plutôt cool quoi. Et après la fin, elle est faire débat, t'avais raison, tu m'avais dit la fin elle fait débat et ouais c'est vrai que la fin elle est un peu c'est très spécial ouais. Ouais, donc moi je le conseille en tout cas et pourquoi pas le soir d'Halloween. Ouais. En tout cas c'est un bon film pour cette période là. Je suis d'accord. On fait une petite chronique box-office. Ouais, on peut parler du box-office sur le coup. Et bah c'est parti. Alors, donc on va donner le bilan. Pour l'instant, les studios qui sont les plus, comment on peut dire, les plus rentables. Enfin, en tout cas, le bilan des gros studios américains. Ouais. De la mi-année en tout cas. Parce que rentable, il y en a que c'est chaud quand même. Ouais, donc en premier on a Universal avec 1,45 donc 1 milliard et 45 millions sur le coup. C'est 1 milliard et 450 millions il me semble. Ah oui, pardon. Donc c'est 1 milliard et 450 millions. Disney, hein, c'est 1 milliard et 290 millions qui est deuxième. En troisième on a Warner avec 1 milliard et 100 millions. Ensuite on a Sony avec 709,5 millions et Paramount avec 705,3 millions. Après ces chiffres, on peut les interpréter d'une certaine manière parce que en vrai Disney est en haut, mais on va pas se mentir, c'est parce que je crois que ça prend en compte Avatar l'année dernière, parce qu'au final Disney a pas tellement de gros succès cette année, de gros succès et il y a surtout des flops et à part les Gardiens de la Galaxie qui a rapporté 845 millions pour 250 millions de budget. Elemental il s'est remboursé, mais il s'est remboursé très tard et d'ailleurs il a pas été soutenu par Disney. C'est quand même assez fou d'ailleurs ce qui s'est passé avec Elemental qui a fait le plus petit démarrage d'un film Pixar depuis longtemps et qui a réussi quand même de mois en mois avec le bouche à oreille à se rembourser, mais c'est pas un succès de fou non plus quoi. Il s'est remboursé mais c'est pas fou. Et La Petite Sirène c'est la même chose, ça a rapporté 570 millions pour un budget de 250 millions, ce qui est pas incroyable quoi. Et par contre, les pertes, je te laisse en parler, mais de Disney, mais ça fait mal, quoi. Alors, écoutez, on va parler des pertes chez Disney. Donc, chez Disney, les pertes, il y a surtout 3 films qui ont fait perdre de l'argent à Disney. Donc, c'est Indiana Jones 5, Le Cadran de la Destinée, qui a un budget de 295 millions et qui a fait un box-office de 383 millions mondial, sur le coup. C'est un four, hein. Donc c'est un four. Sur le coup, c'est un gros four. Pour la petite info, c'est qu'on est et pour que le film soit considéré comme rentable, il faut qu'il fasse 3 fois son budget. Donc sur le coup, il est à peu près à 300 millions de budget. Il faudrait qu'il fasse 900 millions en vrai. Donc tu vois, il était déjà cher en vrai parce que bon. Après, c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits, mais en général, c'est à peu près ça quoi. Et sinon, il y a eu Ant-Man 3 qui a un budget de 200 millions qui a fait 476 millions box office. Ouais. En vrai, Ant-Man 3 c'est le moins pire flop des 3 quoi. Après, c'est le truc, c'est que le code de budget marketing d'Ant-Man 3 on ne connaît pas et eux ils ont que des budgets de production et donc le problème c'est que si le budget de marketing il est autant que le budget de prod, c'est un flop total au box office quoi. Ouais c'est ça. Oui, on sait pas si c'est du 100 millions ou 900 millions. Mais même si c'est du 100 millions pour le marketing, il est quand même pas rentable, quoi. Il aurait fallu qu'il arrive à 600 millions, un truc comme ça. Ouais, largement. Et puis le truc, c'est qu'il fait moins bien que les 2 autres Ant-Man, c'est surtout ça le truc. C'est surtout qu'il fait moins bien que beaucoup de films du MCU depuis No Way Home, parce que depuis No Way Home, ils arrivaient quand même à se maintenir, parce que bon, Eternals, Shang-Chi, Black Widow, ils sont sortis en période de pandémie, 400 millions, bon, c'est la fin de Marvel, No Way Home est arrivé, il a fait 2 milliards. Ouais. Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2, ils nous ont prouvé qu'ils faisaient encore du chiffre, et lui, c'est le seul qui a floppé, quoi. Des films Marvel, dans une période plutôt bénéfique. Effectivement. Et donc ensuite, il y a la Maison Hantée, donc,
dont on a parlé vite fait tout à l'heure, qui a un budget de 158 millions, qui a fait 37 millions de dollars au box-office. Après, c'est pas étonnant, quoi. Enfin, le film... Non, mais déjà, ils l'ont un peu... Enfin, déjà, ils l'ont sorti en été, alors que c'est clairement un film d'Halloween, quoi. Donc c'était très bizarre, tu vois. Parce que ça, c'était clairement un film pour Halloween en famille, tu vois. Mais Et ils ont fait aucun marketing dessus. Aussi, Enfin, ils savaient que le film allait se planter, et franchement, mettre 158 millions pour un projet comme ça, je ne sais pas, quoi. Ouais. Bah, c'est leur projet de faire les films adaptés de leur attraction, quoi. Comme il y a eu Pirates des Caraïbes et tout, mais... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a que Pirates des Caraïbes qui a réussi ça. Bah, je crois qu'ils ont jamais réussi. Bah, de toute façon, il y avait déjà une adaptation de La Maison Hantée, Haunted Mansion, et je crois qu'elle avait pas marché de base. Non. Avec Eddie Murphy, donc bon, ils ont répété l'erreur. C'est assez compliqué. C'est ça. Mais contrairement à Warner Bros, qui cette année a fait quelques... pardon, Warner Bros, qu'est-ce que je raconte? Alors moi, c'est un autre problème. Je voulais dire Universal qui lui, ils ont fait quelques flops, mais globalement là cette année c'est le jackpot là quand même, hein, avec Mario, 1,3 milliard de dollars au box-office pour 100 millions. Oppenheimer, qui vient de dépasser les 900 millions et devient le biopic qui a rapporté le plus au box-office, sans compter l'inflation, devant Bohemian Rhapsody. Avec juste ça, déjà, ils sont mis bien. Il y a eu le succès de Megan, donc qui avait un budget de 12 millions, qui a rapporté 176 millions. Donc je crois que Megan, c'est le deuxième film le plus rentable de l'année. Alors on calcule la rentabilité en fonction de combien le film se rembourse vis-à-vis de son budget de production, et je crois que c'est La Main, le film d'horreur, qui est le film le plus rentable en termes de combien de fois il s'est remboursé, et il me semble que Megan arrive deuxième. Et ouais, quoi, cette année là ils ont pété le milliard, ils ont pété le box office, quoi. Ouais, Universal, laisse tomber. C'est vrai que avec Mario et Oppenheimer, qui sont deux gros succès de l'année. Ouais, là ils sont bien. Il y a Fast X qui est considéré comme un succès de l'année, mais bon là je suis un peu moins convaincu, parce que quand même il a coûté 340 millions de dollars en tout, et il a rapporté 700 millions au box-office, et je suis pas sûr que c'est vraiment un profit, parce qu'il a rapporté surtout à l'étranger, et donc on sait qu'à l'étranger les productions gagnent moins d'argent sur les recettes, contrairement aux États-Unis. Mm-hmm. Donc je suis pas sûr de la vraie rentabilité de ce projet de Fast X. Ouais, moi je serais pas trop, le budget est trop énorme il aurait fallu faire le milliard là, pour que ce soit rentable. Hein. Ouais, surtout, enfin c'est pas viable, quoi. 340 millions pour ce film-là. Il y a eu tellement de problèmes de production. Le réalisateur il s'est fait remplacer par comment il s'appelle, Louis Leterrier. Je crois que c'était fait tournage au Covid. Et je crois qu'il y avait un total de 100 millions de dollars dépensés juste pour les acteurs. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. La production, ça pouvait jamais se rembourser, ce truc-là. Enfin, c'est assez fou, quoi. Clairement. Assez fou. Mais ils ont fait quand même quelques flops cette année. Je te laisse en parler. Ouais, Universal, donc ils ont floppé avec Strays, donc le film avec les chiens, qui a un budget de 46 millions, qui a fait 34 millions au box-office. Le dernier voyage de Déméter, qui a un budget de... 45 millions, c'était pas 100 millions le budget je croyais que c'était 100 millions, mais je pense que ça doit être le budget en tout, parce que j'ai vu je me suis renseigné sur plusieurs fois. Avec le marketing. Il disait que 45 millions c'était le budget de production. Donc je pensais vraiment qu'il allait coûter plus que ça. Après ça reste un gros flop, hein, mais... C'est un gros flop, oui, parce qu'au box-office, il fait moins que son budget, donc il fait 21,6 millions. 2 fois de dollars. Donc t'as Ruby Ladokraken aussi, qui est le dernier DreamWorks qui est sorti, qui a un budget de 70 millions et qui a fait 41,6 millions au box-office. C'est un peu, ils ont un peu le même problème, hein, là, ce voyage de Déméter, puis Ladokraken, c'est que personne les attendait et ils ont pas été marketés. C'est donc, du coup, ouais, clairement. Ça se floppe terriblement, hein. Ils y croyaient même pas eux-mêmes, les studios. Ruby Ladokraken, j'ai appris que ça sortait, parce que j'avais vu la bande-annonce au cinéma, alors que je me renseigne, tu sais, sur les news et tout. Et Mario était sorti. Quand même, ouais. Enfin, Mario, c'est Universal aussi. Enfin, il était sorti quelques mois avant. Ils ont pas du tout marketé le film, et en même temps, les deux films sont très moyens, donc pas le bouche à oreille. Et on a aussi Renfield, donc avec Nicolas Cage, qui a un budget de 65 millions et qui a fait un box-office de 26 millions. Ça fait toujours mal de voir Nicolas Cage se planter au cinéma, mais bon. Il avait pas l'air fou, le film. Après, on a Warner Bros. Alors cette année, on peut l'appeler le box-office Merci Barbie cette année, parce que c'est une catastrophe. Shazam 2, Blue Beetle de Flash, enfin
Sur les 4 qu'on a notés, c'est 3 films d'ici, quoi. Donc c'est, ouais. Ah bah le DC là, Aquaman 2, y a pas trop de marketing et je pense qu'ils savent parce que ils savent que c'est un peu mort, quoi. Mais encore Shazam et Blue Beetle, ils ont une différence de 10 millions entre leur box-office, leur budget. Bon, c'est un flop, total 125 millions pour 135 millions au box-office pour Shazam 2. Blue Beetle qui avait un budget de 104 millions, il est actuellement à 120 millions au box-office. C'est pas bon du tout, mais The Flash, c'est le plus gros flop de l'année, je pense. 290 millions de budget pour 269 millions au box-office, c'est un flop monumental. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Et ça, je crois que ça prend même pas en compte le budget marketing, donc ça doit être, qui était vraiment ouf sur The Flash. Le budget marketing. Ah bah sur The Flash, c'est abusé, on en a entendu parler pendant 3 mois. Je pense qu'ils ont perdu des centaines et des centaines de millions sur ce projet. Ouais, ça doit être vraiment une catastrophe, The Flash. Heureusement qu'il y a eu Barbie, parce que Barbie c'est le plus gros succès de l'année, du coup, 1,4 milliard actuellement. Et en plus il ressort en IMAX au cinéma avec, je crois, des scènes inédites. J'ai cru comprendre. Oui, j'ai vu les quelques scènes inédites sur Twitter passer, ouais. Mais il y a des scènes, on dirait c'est des scènes genre un peu bêtisier, tu sais. Mais lui, pour un budget de 145 millions, même si le marketing il avait dû être vénère, 1,4 milliard, bon voilà, il y a pas rien à dire, c'est succès, ça rentre à la maison. Ouais. Et surtout que eux, Warner Bros, ils ont eu deux films d'horreur, et alors les films d'horreur c'est carton plein cette année. Je crois qu'il y a que le Croque-Mitaine qui est un peu en dessous, mais la Nun 2 qui est en train de tout démolir au box-office, qui est à 170 millions, et Evil Dead Rise qui avait fait 145 millions aussi, c'était un truc de fou. Là c'est la poule aux œufs d'or ces dernières années, les films d'horreur. Ouais. Le Croque-Mitaine, c'est chez Disney, je me semble que c'est un film Fox. Ah, c'est un film Fox, je savais pas, mais je crois qu'il a pas trop marché, il me semble. C'était compliqué, quoi. Et du coup, Creed 3 aussi, qu'ils ont sorti en début d'année. C'était un gros succès, Creed 3. Ouais, qui avait bien marché, on en parlait beaucoup comme un grand succès en début d'année. Ouais. J'avais plutôt bien aimé le film, mais plus j'y repense, moi je... Ouais. Il y a un côté un peu comme ça, tu l'aimes bien sur le coup, puis après, plus tu y repenses, tu te dis, ouais, c'est pas ouf. Tu te dis que bon, voilà, quoi, c'était pas c'était même un des moins intéressants des Rocky, quoi, sur le coup. Et on a The Meg 2, aussi The Meg 2, alors là... The Meg 2, ouais, mais alors là, c'est les Chinois. C'est le box-office chinois qui a tout fait, parce qu'il a rapporté 400 millions au box-office, pour un budget de 130 millions. Sauf que c'est le box-office chinois. Et le box-office chinois, faut savoir que les producteurs, ils récoltent que 25% des recettes dessus. Donc c'est pas forcément fou. Mais je pense que le film s'est remboursé, en tout cas, ils essaient de nous faire croire qu'il s'est fait rembourser, et qu'il a été plutôt un succès. Mais il faudrait voir en profondeur, combien ils ont touché vraiment je crois parce que le film, il a rapporté genre 350 millions, 300 millions en Chine. Parce que là, en box-office domestique, il est à 80 millions. C'est ce qui est énorme. Ce qui est pas énorme du tout, quoi. Donc bon, c'est assez compliqué. Je sais pas ce que les Chinois ils ont avec l'eau, mais à chaque fois qu'un film est dans l'eau, il marche. Avatar 2 et Aquaman, ça marche. Aquaman, ouais. On a qui ensuite? On a Sony, c'est ça? Sony, ouais. Ils ont perdu de l'argent avec quoi? Avec 65, ouais, donc le film avec Adam Driver. Ouais, le film nul à chier avec Adam Driver, tu peux le dire. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis, mais je te crois. Ouais, horrible. Qui a un budget de 91 millions de dollars et qui a fait 56 millions au box-office. C'est un énorme flop. Ouais, énorme flop. Ouais. Et il y a un film qui s'appelle The Machine qui a un budget de 20 millions et qui a fait un box-office de 10 millions. C'est un truc avec Mark Hamill, mais il est même pas sorti en France, il me semble, le film. Non, il est pas sorti en France. Mais je crois que c'est un truc adapté, c'est un truc d'un humoriste ou je sais pas, c'est un truc un peu très américain, je crois. Quand on avait entendu parler, au cinéma Con, ils avaient diffusé un trailer, je crois. Ça avait pas l'air foufou, en tout cas. Et donc, sinon, au profit, on a Cross the Spider-Verse, sur le coup, qui, lui, fait quand même un énorme succès, parce que entre 100 et 150 millions de budget, et il a fait 690 millions au box-office, donc pratiquement 700 millions, donc lui, largement plus que le premier, il a fait, je crois, le double, un truc comme ça. Enfin, oui, c'est un truc de malade. Ça a des gros succès de l'année, Cross the Spider-Verse, ouais. Ouais, là, je pense qu'on c'est la porte ouverte pour les films d'animation, pour faire ce genre de choses. Ouais, tant mieux, je suis content.
Sinon, il y a The Equalizer 3, donc qui marche pas mal aussi, qui a un budget de 70 millions et qui a fait un box-office de 136 millions. Et encore, c'est pas fini, The Equalizer. C'est ça. Ça fait 3 semaines à peu près d'exploitation. Ouais. Et je crois qu'il va continuer. Donc, je pense qu'il sera rentable, plus ou moins. Tu vois, c'est pas, ça va pas être le carton de l'année, mais il va se rembourser, quoi. On a M6 Juice Red Door qui a un énorme succès. On parlait des films d'horreur tout à l'heure, effectivement. 16 millions de budget pour un box-office de 188 millions, donc c'est vraiment énorme. Il va peut-être se faire rattraper par La Nonne, pour le coup, mais pour l'instant, c'est le plus gros de l'année. Après, bon, c'est le James Wan verse, le James Wan Conjuring verse qui marche encore. Ouais, Conjuring et Insidious, c'est deux trucs lancés par, deux univers lancés par. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, donc l'exercice du Vatican, il a bien marché, tu vois, je savais pas. Pourquoi tu rigoles? C'est un grand film. Parce que, ouais, Russell Crowe en Vespa, qui fait un accent. Non, mais c'est génial, hein, je te promets, tu vas bien rigoler quand tu verras le film. Ah oui, peut-être je fais bien rigoler. Moi j'ai adoré, c'est le film est nul, hein, mais j'ai adoré, qui est du film, quoi. Ouais, c'est plus ça, en fait. Tu rigoles du film, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc il y a un budget de 18 millions pour un box-office de 75 millions. Donc oui, c'est un succès, effectivement. Ouais. Et il nous reste que Paramount qui est le petit dernier, donc celui qui a rapporté le moins à la mi-année. C'est un peu dommage parce que tous ces flops font un peu mal au cœur, je trouve. Le premier, c'est Donjons et Dragons qui avait coûté 151 millions et qui a rapporté 208 millions. Et bon, c'est un peu dommage parce que le film, moi je trouve vraiment, c'est un des meilleurs blockbusters de l'année pour le coup. Il est frais, il est fun, il est bien joué, ils ont des bonnes idées vis-à-vis du Donjons et Dragons. Et c'est un peu injuste, malheureusement, qu'il flop, mais bon. T'avais bien aimé, toi? Je l'ai trouvé très cool aussi, non, je suis aussi un peu déçu. Il méritait mieux, Il méritait mieux comme Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, qui alors là, il a fait 566 millions. Et c'est surtout son budget qui l'a handicapé parce que il a shooté pendant la pandémie. Ouais. 290 millions de budget, c'était extrêmement dur à rentabiliser. Et en plus, il sortait une semaine avant Barbie Oppenheimer, il s'est fait aspirer quoi par Barbie Oppenheimer, il a pas survécu. Ouais, il y a eu ça aussi. Je trouve qu'il est sympathique en plus, ce Mission Impossible, c'est un peu dommage pour Tom Cruise. Mais bon, tu vois, ça prouve que les gens qui étaient en mode Tom Cruise, il va raser le box-office après Top Gun Maverick, pas forcément, voilà. Non, c'est pour ça, moi, je vois aussi des gens qui font des analyses sur, Barbie, Oppenheimer, les films de super-héros, c'est fini, tout ça. J'ai dit, les gars, calmez-vous. Oui. Parce que l'année dernière, vous étiez en train de nous dire que Tom Cruise, c'était l'avenir du cinéma et que Mission Impossible 7, c'est le plus grand carton de l'année, et c'est pas le cas. Après, le truc, c'est que le nombre de fois où les films de super-héros, c'était fini, selon certains experts, faut faire attention, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un flop, c'est pas parce que Ant-Man a flop que tout de suite tout va flop, attention. Tu vois, faut se calmer pour l'instant, c'est rien n'est sûr. Après, parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup qui prennent DC en compte, mais DC en compte aussi était sur une fin d'univers, ils lancent un truc. Donc il y a aussi un truc spécial. DC, c'est surtout que l'univers est fini. Eux-mêmes, ils marketent même plus leurs films. Enfin, Shazam 2, Blue Beetle, ils ont été voués à l'abandon. Et de toute façon, l'univers est fini, donc ça intéresse plus les gens, et on va pas se mentir. Bon, Blue Beetle, je trouve que c'est un divertissement un peu sympathique, mais les films sont pas au niveau, donc il y a pas de bouche à oreille, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Et alors, dans la même roue des blockbusters qui ont pas trop marché, je crois il est considéré comme à peu près rentable, c'est Transformers Rise of the Beast, qui c'est tout juste remboursé, qui a eu un gros budget de 200 millions, qui a rapporté 439 millions. Donc c'est l'opus le moins rentable de toute la saga Transformers. J'ai une question, est-ce qu'il serait pas temps de s'arrêter? Est-ce qu'il serait pas temps de s'arrêter pour toi? Ouais, moi j'ai jamais été trop fan de la franchise en vrai. Ouais. Je sais que j'aime bien Bumblebee, moi. Je sais que t'aimes pas, mais moi, je le trouve sympa, Bumblebee. C'est pas une franchise, à l'époque, ça faisait un énorme carton avec Michael Bay et tout. Après, moi, je suis pas fan du style de Michael Bay dans ces films-là. Ça m'a jamais trop parlé. Et en fait, si ça s'arrête, je m'en foutrais, quoi. Je dirais, ok. Sur le coup, tu vois. Je sais que t'aimes pas Michael Bay, mais faut reconnaître quand même ses films. Moi, je trouve qu'ils avaient de la gueule, les premiers Transformers, même les scènes d'action et tout. Oui. Ouais, mais ils avaient de la gueule, mais moi, j'aimais pas ce que ça racontait. Je trouve que les personnages sont nuls à chier. Tu vois, t'es en train de dire que t'aimais pas le sexisme de Michael Bay. C'est ça, exactement. Oui, t'as raison, mais... Ça, puis même Sam Witwicky, c'est genre un des personnages les plus insupportables du cinéma, je trouve. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Mais dans le 4, il y avait Mark Wahlberg.
Non, mais c'était nul aussi. On s'en rendait compte. Ah, moi, j'aime Mark Wahlberg, bien. c'est un gros beauf raciste qui vote Trump. C'est ça le truc. Bah après, ça, je sais pas, mais dans ces films, moi je trouve qu'il joue bien, tu vois. C'est bon. Moi j'aime bien Mark Wahlberg, j'aime bien son jeu. Après, je trouve que voilà, Rise of the Beast, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut de Michael Bay, au moins son cinéma il est pas fade. Et là vraiment, Rise of the Beast c'était fade. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et les scènes d'action, il y avait plus rien. Il y avait plus rien du tout, Ouais. c'était mort. Après, c'est peut-être parce qu'on a eu 5 films aussi avant et que ça impressionne plus parce que bon, c'est bon, on les a vus, les Transformers. Ouais, mais attends, tu compares les scènes d'action de Michael Bay avec ceux Ouais. de ce film-là, enfin, je suis désolé, les... Moi, je sais que Transformers 2 me faisait très mal au crâne, donc, et que j'en suis sorti très énervé à l'époque, donc, je suis pas autant, tu vois, je serais pas aussi dithyrambique sur Michael Bay. Mais, bon. Je sais que le 1, c'est peut-être qu'il y a que le 1 chez moi, peut-être qui passe, tu vois. Ouais, bah c'est peut-être le meilleur. Enfin, c'est un des meilleurs là. Et je trouve que il avait enfin, il se faisait plaisir quand dans les scènes d'action, tu voyais Optimus Prime décapiter des gars et tout. Enfin, c'était franchement, ça déchirait bien, je trouve quoi. Et là, au moins il y avait des idées, même si on n'aimait pas. Et là, je trouve que c'est fade, c'est assez fade. Ouais, Quoi. ouais, mais je trouvais même que les robots, moi, ils étaient très mal caractérisés. Je m'attachais pas à le Bee ou à Optimus Prime. C'est un problème pour moi aussi. Tu trouves pas que le discours d'Optimus Prime sur un fond de Linkin Park, ça te prend pas aux tripes? Pas du tout, désolé. Ouais, ça se comprend. Et ben on continue avec les profits qu'ont fait Paramount. Et bah un film d'horreur, tiens, surprise. Encore? Alors, Scream 6, ouais. Scream 6 qui a rapporté 169 millions pour un budget de 35 millions. Et bah il y a déjà un 7 qui a été annoncé juste après dans la foulée. Ouais, on va se taper bon. Jenna Ortega dans des films d'horreur pendant encore longtemps. C'est pas pour me plaindre, mais bon j'aime pas les deux derniers Scream, donc ça va être un peu, je vais me les coltiner, mais bon c'est la vie. Et on a Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Years, Tortue Ninja, que toi t'aimes beaucoup, il me semble, enfin que t'aimes bien en tout cas. Non, beaucoup. Ouais, je l'aime bien. Ouais, beaucoup non, mais j'aime bien. Je pense qu'on peut faire mieux, tu vois. En fait, j'attends une suite, tu vois, parce que je pense qu'on peut monter plus haut, mais je trouve que c'est un bon début d'univers, quoi, si tu veux. Ok, moi j'ai un rejet total total. C'est pas un film horrible, mais juste ça m'agace quoi. Toutes ces références toutes les 5 minutes, ça a été compliqué. Mais il a plutôt bien marché, un petit succès de 167 millions au box-office. Parce qu'il a pas coûté très cher, il a coûté 70 millions, du coup ça va. Et bah écoute, on verra ce qu'ils vont nous proposer, parce que je pense qu'il y a une suite qui va être annoncée quand même vis-à-vis de ce film quoi. Bah, il a déjà annoncé la suite. Il y a même une série d'animation qui arrive, qui serait la suite qui va se passer entre les deux films, qui s'appelle Tales of the Tortue Ninja Turtle, un truc comme ça. Je crois que c'est Tales of the Ninja Turtle. Et bah tu sais quoi, je ne savais même pas. Bah merci de me l'apprendre. Ouais. Voilà. Je ne savais pas du tout. Sur Paramount Plus. Ok. Et bah est-ce qu'on clôturerait pas ce podcast avec les sorties de la semaine prochaine, Ista? Yes, on peut faire ça. Et bah c'est parti. Qu'est-ce que tu veux voir la semaine pro, Ista? Oui, bah moi je veux très beaucoup voir. Ça veut rien dire cette phrase. J'aimerais beaucoup voir The Creator de Gareth Edwards, donc qui est le réalisateur de Rogue One et Godzilla de 2014. Et ouais, je trouve qu'il a visuellement ces films ils ont toujours de la gueule, et celui-là ça a l'air d'être le cas aussi. En plus, il bosse avec ILM sur ce film-là, donc les ILM donc qui font Star Wars en gros principalement. Donc ce Rogue One c'était aussi, et ça avait une sacrée gueule. Et ouais, j'ai hâte de voir The Creator, j'ai très envie de le voir. Bah pareil. Je suis pas fan de tous ces films. Je trouve qu'il y a toujours des défauts à part Rogue One que j'aime beaucoup, mais sur la réelle, moi je suis toujours, il m'intéresse pas mal quand même Gareth Edwards, et bah le voir dans un film de SF quand même qui a l'air assez intéressant. J'ai essayé de fuir les bandes d'annonces, mais bon, tu vas au ciné, t'en vois toujours un peu. Et ouais, ça donne vraiment envie de voir le film. Moi je le regarderai Day One, donc mercredi directement. Et ça fait penser aussi à le personnage, tu sais, l'enfant là qui a des trous là dans la tête. Il y a un comics qui s'appelle Descender, et le personnage, pareil, c'est un enfant, il a le même design. Je sais pas si c'est inspiré de ça ou quoi, mais ça m'étonnerait pas. Ok, bah écoute, tu nous en parleras la semaine pro. Merci. Et on a un autre film que je recommande parce que je l'ai vu en avant-première
en présence de son réalisateur. Ça s'appelle Le procès Goldman. Et donc ça raconte l'histoire de Monsieur Goldman. J'ai oublié le prénom. Putain, c'est horrible. Attends. C'est pas Jean-Jacques. C'est pas. Mais tu rigoles, mais c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Ah, ok, je savais pas. Bah moi aussi je l'ai appris en sortant du film. Il y en a qui a fait, putain, c'est le demi-frère de Jean-Jacques. Enfin c'est du coup le réalisateur Cédric Kahn qui l'a dit. Ok. Pierre Goldman, voilà. Pierre Goldman qui donc on va suivre le procès de Pierre Goldman du coup en 1975, qui est un juif d'extrême gauche. Je dis pas ça comme ça, hein, c'est assez important dans l'histoire, et qui va se retrouver en procès parce qu'il s'est tourné vers le banditisme, il a fait des braquages, et il est accusé d'avoir fait 4 braquages, dont un braquage d'une pharmacie où 2 personnes sont mortes. Et donc il va avouer les 3 premiers braquages, mais le braquage où 2 morts impliqués, il le refute, il dit qu'il ne pourrait jamais prendre la vie de quelqu'un, et du coup tout le procès va jouer sur ça. Donc c'est un film en 4/3, en huis clos, donc on est vraiment que dans le procès quasiment, à part la première scène, on est que au niveau du procès, et on va suivre un peu ce personnage, et je vous le conseille vraiment parce que la réal elle est folle, et c'est un huis clos, c'est assez compliqué d'être inventif dans un film huis clos, et là pour le coup il arrive toujours à utiliser la profondeur de champ, à utiliser les reflets, les flous. Enfin, vous allez voir que c'est hyper et en plus c'est hyper entraînant quoi. Et le personnage il est super quoi. Pierre Goldman, enfin au procès il a des réactions, il a une manière de parler. Enfin l'acteur il est super, mais son personnage il est assez intéressant et assez drôle parce qu'on rigole pas mal en fait dans le film en même temps. Et en même temps bon chacun aura son avis sur la question, mais ça soulève des questions intéressantes qu'il y a dans notre société actuellement. Voilà. D'accord, tu m'as bien donné envie de le voir. Bah, j'espère. Ouais. Ensuite, sur le coup, on passe sur les plateformes. Donc, sur la semaine prochaine, il y a le spin-off de The Boys qui arrive, donc GNV, donc, qui sort vendredi, le 29 septembre, sur Prime Video. Et ouais, bah, écoute, je suis curieux. Ouais. Le spin-off de The Boys, mais en version teenage, quoi. C'est version teenage, mais c'est un côté, ça parodie des X-Men, en gros. C'est une école une académie de surdoués, enfin, avec des pouvoirs. En gros, c'est les X-Men, quoi. C'est un peu, comme ils aiment bien caricaturer certains super-héros dans The Boys, là, ils l'ont refait. Et ouais, bah, moi, ça m'intéresse. Tu sais s'ils sortent 3 épisodes ou ils sortent un épisode chaque semaine? Je t'avoue que je sais plus du tout, qu'est-ce qu'ils ont prévu. On verra. On se rend le coup parce que là, je sais plus. Ok, bon, bah, ça sera la surprise. Parce que c'est possible qu'ils en sortent 3, puis, un par semaine. Ils font souvent ça à Amazon, donc c'est possible. Ok. Eh bah, écoute, t'as un film à nous conseiller, toi? Enfin, à nous conseiller, en tout cas que tu attends de voir la semaine prochaine. Ouais, j'entends de voir parce qu'en fait, si j'avais vu le premier que j'avais trouvé sympa, c'est le film de Kerry James, Banlieusard, qui était sorti sur Netflix à l'époque. Et là, ils sortent une suite, donc le Banlieusard 2 sur Netflix. Et donc, ouais, je vais le noter parce que je suis intéressé. En tout cas, je pense que je vais le mater clairement. Je le surveille en tout cas et on verra ce que ça donne. Mais ouais, je suis curieux. J'ai envie de le voir en tout cas. Je sais pas si t'avais vu le premier toi ou pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas. Je vais peut-être me motiver. Je ne sais pas à regarder les deux. Bah, je regarderai la bande d'annonce. Peut-être ça me donnera envie. Et bah voilà. Je pense qu'on a fini. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu, pardon. c'est la fin du podcast. Ça vous a plié. On est fatigué, ça y est. On est fatigué. Que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la nuit des sorties en compagnie de Al et moi, Ista. C'est ça. À la semaine prochaine. À plus. Ciao.